Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être de retour. Aujourd'hui, c'est un moment spécial, très spécial. Je vous expliquerai en détail. Alors, je suis avec mon associé aujourd'hui, Junior, et l'invité très important qui, à cause de lui, j'ai pas dormi. Je viens de l'entraînement, j'ai dormi à 5 heures, non, 10 heures, à cause de ce monsieur, Père Mathieu, cofondateur de la Salle du Temps. Parle-nous-en un peu plus. Mais déjà, merci pour l'invitation, merci à tous les deux. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la Salle du Temps, en plus, ça c'est le Clichy, à un an et demi. Moi, j'ai cofondé la Salle du Temps il y a 6 ans. La Salle du Temps, c'est un concept de salle de sport. Et nous, ce qu'on fait, c'est du coaching personnalisé. Donc, en gros, pour faire simple, au lieu d'avoir un coach sportif qui va te coûter 80 € de l'heure, tu viens chez nous, l'abonnement il coûte en gros 200 € par mois et tu peux t'entraîner de façon illimitée et il y a un coach qui s'occupe de toi à chaque séance. On a ouvert la première salle à Agnières-sur-Seine en 2018 avec mon associé Will. Et puis par la suite, on en a ouvert 3 autres. La dernière à Paris, là dans le 12e arrondissement, qu'on a ouvert en mai 2024. Et voilà, on va dire que mon travail au début, donc moi j'étais coach sportif de formation. On a fait ça pendant 2 ans. On a lancé la Salle du Temps. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me mettre au poste où est-ce qu'on avait besoin de moi. Donc, tu vois, j'ai commencé dans le coaching. J'ai pu trouver des gens pour me remplacer dans le coaching qui étaient meilleurs que moi. Donc, je les ai embauchés. Je suis passé dans une partie, on va dire maintenant un peu plus directeur de franchise, animation de réseau. Donc, en gros, réfléchir non plus comme une structure, un commerce de proximité comme on a, mais plus comme une centrale d'achat. Donc, c'est-à-dire que maintenant, mon objectif, c'est de faire en sorte que les franchisés gagnent plus d'oseille. Mon but, c'est pas de faire en sorte de me dire, je suis à l'intérieur d'une salle, comment je peux optimiser la salle. C'est, non, il faut que je réfléchisse d'un point de vue un peu plus groupe, tu vois. Et puis, voilà, on a ouvert il y a 6 ans, mars 2018. Et là, on est à la 4e, et puis on travaille sur la 5e, là, pour la fin de l'année, dans le 15e arrondissement. Et pour la fin de l'année, là À la fin de l'année 2024, on est en train de travailler sur les financements. On va trouver un très beau local à côté de Montparnasse. Et puis voilà, là, on commence à rentrer un peu dans une vision McDonald's. Donc, d'un côté, ouvrir des bêtes de points de vente, donc être dans l'immobilier. Et de l'autre côté, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi par la suite commencer à acheter nos propres biens pour mettre des salles à l'intérieur. Et puis en gros, voilà pour ce que je fais à l'heure actuelle. Incroyable. Merci. Je vous avais dit que ça allait être la bombe. Non, mais super. Tu veux commencer par la question ? Non, vas-y, je te laisse. Si tu devais décrire l'entrepreneuriat comme un sport, à quoi ressemblerait ton entraînement ? Ça, c'est une question pour me mettre pour me mettre dans les retranchements directs. Non. Vous savez, moi, j'ai démarré la boxe, ça fait 3-4 ans à peu près. Et en fait, je pense que j'ai trouvé le sport qui était le plus adapté à moi parce que je pense que, comme vous faites très bien le parallèle, le sport et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Et je pense que moi, du coup, dans le fait d'être dans les sports de combat, tu trouves énormément de parallèles avec l'entrepreneuriat, tu vois, parce que en vrai, notre vie, c'est 95% d'échecs pour 5% de victoires. Les 5% de victoires, c'est ce que les gens vont voir. Donc, ça va être tout ce que les gens vont être capables de capter, que ce soit sur les réseaux, que ce soit tout ça. Alors que toi, tu sais que 95% du temps, tu te casses la gueule. Donc, à quoi ressemblerait mon entraînement ? J'ai envie de te dire, je m'échaufferais 1h30 pour après, derrière, faire un combat en 3x3, tu vois. Donc, c'est vraiment ce truc-là. C'est vraiment, je pense, la préparation très, 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 très importante pour être capable de performer sur très peu de temps. Et la difficulté, en plus, dans notre sport qu'est l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut réussir à performer pendant longtemps. Pendant longtemps, c'était une question pour moi qui était très importante. Parce qu'on a tendance à très souvent en discuter avec Junior, parce que on a énormément de sportifs. Et les gens ne se rendent pas spécialement compte qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les valeurs, ils ont les principes, ils ont la mentalité, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils sont un peu brainwash, un peu, tu vois. Et des fois, tu as besoin de quelqu'un qui t'inspire un peu et qui te dise le mot nécessaire, qui te tienne un tout petit peu la main et qui t'accompagne et qui te pousse un peu, tu vois. Et on a eu ces personnes-là qui ont su changer un peu notre manière de réfléchir, et on le fait tous les deux, on continue à avancer. Et aujourd'hui, toi aussi, quand tu viens, comme ça, c'est des personnes qui nous donnent de l'énergie, parce qu'au final, seul, t'es rien. Et c'est avec un ensemble de personnes que tu as la possibilité, au final, de former une équipe. Et à l'unité, on est toujours beaucoup plus fort. Mais pour revenir sur le propos, c'est que
Et ils ont tout pour pouvoir être successful, avoir du succès dans l'entrepreneuriat, dans le business. Sauf qu'ils sont un peu bloqués comme ça. Sûr. Concentrés sur leur truc. Hein, Et c'est bien. Attention, parce que les gens, s'il vous plaît, je ne dis pas que c'est pas bien d'être concentré dans le football, dans ton sport, dans ta carrière. Non, c'est pas ça le point. Mais qu'il y a plus. Bien sûr. Il y a d'autres portes. Il y a beaucoup plus de portes. Et beaucoup de gens, des fois, sont juste bloqués sur un truc et qu'ils oublient qu'au final, parce qu'ils ont fait les efforts, ils sont entraînés, ils ont fait des années, ils ont pleuré, ils ont pris leur bus, ils ont pris leur train, et ils sont arrivés là. Et ils ont mis tout le travail nécessaire pour arriver là. Du coup, il y a beaucoup plus. Ça m'énerve d'en parler. Faudrait que je me calme un peu. Mais pour revenir à ce qu'il dit, par rapport à il y a beaucoup plus, parce que je pense que nous trois, on vient quand même de certaines villes, tu vois, où il n'y avait pas forcément grand-chose. Certaines familles aussi, où, par exemple, nous deux, on a grandi dans le même endroit, etc. Et j'avais une question, du coup, par rapport à ça exactement. Quand on dit il y a beaucoup plus, et que tu viens d'un endroit où, justement, où tu ne vois pas le beaucoup plus, toi, quelles ont été tes inspirations par rapport à ça? Genre, à quoi tu t'es retenu pour pouvoir avancer, pour pouvoir te motiver, pour pouvoir faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu n'as pas de vrai exemple. Moi, personnellement, j'avais pas d'exemple. Du coup, ça veut dire que j'ai dû vraiment travailler sur moi-même, aller chercher un peu des mentors à l'extérieur, etc. Mais du coup, toi, à cette époque-là, je pense que c'était même avant moi, du coup, à l'époque. Internet, c'était pas forcément comme aujourd'hui. Et on avait YouTube, je sais pas si vieux. Oui, il y avait YouTube, mais il n'y avait pas autant de podcasts qu'actuellement. Tu n'avais pas autant d'influenceurs entrepreneurs comme maintenant, etc. C'était plus dur de vraiment trouver l'information. Comme tu parles, hein, je pense que tu allais voir des banques, tu allais faire du financement ou autre. Bah, tout ça, en vrai, les informations, tu les as eues. Et comment tu as fait? Moi, j'ai très rapidement vu les limites que j'avais en termes d'ambition autour de moi, que ce soit par rapport à mes proches, par rapport à mes amis, ou même j'avais personne de ma famille qui avait entrepris, qui avait réussi, tu vois. Donc en fait, très rapidement, j'ai essayé de pouvoir quitter cet environnement-là. Tu vois, j'ai fini ma licence, j'avais 19 ans, je suis parti vivre à Londres. J'avais 19 ans, je suis parti avec mes amis. Et en fait, c'est en partant là-bas, je suis allé travailler dans la City, j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai commencé à avoir des gens qui s'en sortaient professionnellement. Et je me suis dit, ah ouais, d'un côté, il y a plus. Et de l'autre côté, si je suis capable de voir ça aussi jeune, c'est que moi aussi, je peux y accéder si je fais les efforts, tu vois. Et au bout d'un an à Londres, quand j'ai fini de prendre un petit peu cette dose de il y a plus qui est prévu pour moi, je suis revenu en France. C'est là où j'ai commencé à me mettre dans le monde du sport à fond, tu vois. Et moi, je suivais un entrepreneur à l'époque qui s'appelait Gary Vaynerchuk. Si. Ouais. Et en fait, c'est avec lui que j'ai démarré, tu vois, en 2014. C'est lui que j'ai commencé à écouter. Et c'était vraiment ce système de la débrouille, tu vois. Tu peux venir de pas grand-chose. Moi, j'ai grandi dans de bonnes conditions quand même, tu vois, dans la classe moyenne. Mais t'es promis à plus et tu peux faire plus, tu vois. Et je pense que c'est ce premier gars-là qui a fait, en fait, qui est devenu un petit peu comme mon père spirituel, tu vois, où j'ai commencé à manger, je pense, 1 ou 2 heures de contenu de ce qu'il faisait par jour. Les bouquins aussi, que j'ai commencé à lire, qui m'ont permis aussi de pouvoir me dire, bah ouais, en fait, il y a un monde en dehors de Soisy, il y a un monde en dehors de Paris, tu vois. Et le fait d'avoir pu avoir cette information-là dans un premier temps et ensuite pouvoir l'appliquer à travers tous les petits business qu'on a pu faire avant la salle du temps, et bah, ça m'a permis de petit à petit construire cette dose de courage, cette dose de confiance qui ont fait que petit à petit on a pu aussi créer des trucs qui étaient de plus en plus gros jusqu'à ce que, bah, tu vois, 2017 je parte aux US pendant 1 mois et demi. Ça aussi, ça m'a bien lavé la tête en termes de vision. Et dès que je suis rentré, c'est là où on a pris les financements et qu'on a ouvert le premier club à Agnières-sur-Seine. Donc on peut dire que la vision anglophone t'a 100%. ouvert l'esprit. Bien sûr. Bah, et puis, je pense que tu t'en rends encore plus compte maintenant que tu as mis des trucs en place et que tu voyages beaucoup en France. C'est que tu te rends bien compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on te propose, entre ce qu'est la réalité quand tu fais du business et que tu es entrepreneur, tu vois. Et attention, je suis pas en train de glorifier les US ou les UK, ils ont aussi leurs problèmes à eux. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de vision, en termes d'ambition et en termes de possibilités, bah, tu vois, moi, j'ai essayé de saisir ce que je pouvais là-bas et de l'implémenter comme je pouvais ici sur Paris. Mais je veux revenir sur un point que tu disais, et ça parlait
tu as réussi à sortir de cette vision que tu avais dans ton secteur, à travers des bouquins, à travers des mentors. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui te ressemblent, qui le ressemblent, pour leur permettre aussi de sortir un peu de leur box, parce que j'ai tendance à voir et à comprendre un peu qu'ils ont du mal à voir autre chose que ce qu'ils voient vraiment, ce qu'ils vivent tous les jours. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner? Je pense qu'il faut déjà trouver les choses qui te passionnent, que ce soit le sport, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit n'importe quelle compétence que tu vas décider de pousser à un niveau supérieur, tu vois. Mais je pense que la première chose, c'est de trouver ce qui te passionne. La deuxième chose, c'est d'aller chercher de l'information. Parce que tu vois, comme tu dis, quand on a démarré, c'était il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins que là. Dans le sens où, c'est comme si je te disais, il y a beaucoup plus maintenant, mais les gens ont encore plus la flemme. Chacun ses problèmes. Nous, peut-être qu'on avait plus envie, par contre, il y avait moins d'informations aussi. Donc, chacun son niveau de problème, tu vois. Mais aller chercher de l'information, moi, c'était avec YouTube. Du coup, quand j'ai commencé, et la dernière chose, c'est oser poser des questions. Tu vois, en vrai, quand bien même t'as pas quelqu'un, et ça on en parlait quand on était au Noël, quand bien même t'as pas quelqu'un autour de toi, de proche, qui réussit, bah débrouille-toi pour aller dans des cercles de gens qui ont du succès, débrouille-toi pour aller dans des cercles de gens qui ont entrepris des choses et va poser des questions. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que soit t'as de l'argent, soit t'as du temps. Si t'as pas d'oseille, c'est que t'as beaucoup de temps. Et en général, quand tu commences à avoir plus d'oseille, c'est là où tu vas avoir moins de temps. Bah, dis-toi qu'en général, quand tu démarres, là, t'as du temps et t'as pas d'oseille. Donc, capitalise sur ce que t'as et c'est le temps. Exactement. Moi, je pense que j'ai juste d'avoir des problèmes après ce podcast, honnêtement. Par rapport à quoi? Parce que c'est la passion, c'est mon cœur, c'est ce que je vois, c'est où j'ai grandi, c'est comment j'ai grandi. Et c'est des situations qu'on voit tout le temps. Et là, je voulais te dire que les gens, ils ont du mal à aller vers les autres. Ils sont très... pas égoïstes, parce que en réalité, au fond, et moi, c'est pour ça que ça me peine, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'ils veulent... Il y a quelque chose au fond d'eux qui veut que ça change. Ils veulent pas rester dans la même situation. Ils veulent découvrir autre chose. Mais ils ont aussi ce regard des autres et de leur environnement, du style, si lui il fait ça, c'est vas-y lui, de toute façon. Tu vois? Et c'est ça, moi, qui me peine. C'est un peu de la honte, c'est un peu de mais moi, je peux pas faire ça, je peux pas leur faire ça. Et au final, c'est important d'être égoïste. Bah, en fait, je pense que c'est simplement que le niveau de douleur, il est pas assez fort. Et je pense que Junior, toi, t'en es le meilleur exemple. T'avais envie que ça change. T'es arrivé et tu t'es dit, moi, je vais mettre des choses en place, peu importe ce qui se passe. Mais parce qu'au bout d'un moment, t'avais un certain niveau de douleur qui te disait, si je mets pas des choses en place, je sais ce qui va se passer. Tu vois, c'est dans le sens où, moi, je comprends le fait qu'il faille faire preuve d'empathie, etc. Mais au bout d'un moment, tu sais très bien que si tu veux mettre des choses en place, il va falloir te faire... On peut dire des gros mots pendant ce podcast. Ok, pas de souci. Il va falloir trouver le courage qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ça change. Tu peux dire ce que tu veux, t'inquiète. Ok, ça marche. Non, mais j'allais dire... Donc, voilà, c'est que, en gros, au bout d'un moment, de toute façon, si tu veux faire en sorte que ça change, il faut casser le cercle. Et ça... Tu sais que oui, tu vas avoir le regard des autres, tu sais que oui, tu vas pas avoir le soutien de tes proches et de ta famille, et tu sais que oui, tu vas faire augmenter le niveau de stress. Mais ça fait partie du jeu, et dis-toi que ça fait partie du jeu pour toi, comme ça faisait partie du jeu pour nous à l'époque, comme ça faisait partie du jeu des gens qui nous ont inspirés il y a 10 ans quand on s'est lancé. Et en fait, si tu mets pas ce truc-là en place, ou si tu n'acceptes pas ce truc-là, dans tous les cas, t'es mort. Quoi qu'il aille, soit tu prends tout, soit tu prends rien. En vrai, c'est ça. C'est que souvent, surtout les gens ils veulent cette vie-là, mais ne veulent pas faire les sacrifices derrière. Et par exemple, par rapport à l'entourage, ce qu'on disait, etc., nous, on est le meilleur exemple. C'est qu'aujourd'hui, on fait tout ce qu'on fait, mais on fait que de piocher chez les gens. Ça veut dire, par exemple, toi, on va essayer d'avoir des rendez-vous avec toi, on va essayer d'avoir des rendez-vous avec d'autres mentors ou quoi que ce soit et tout. Et en fait, tu as ce truc-là où, quand tu montres que tu connais rien, c'est là où tu apprends. Mais si tu fais la personne qui connaît tout, tu n'avances pas. Et il faut cette part d'humilité. De reconnaître que non, je connais pas, tu connais mieux que moi. J'ai besoin de accepter de poser des questions. Voilà. Et pose.
Et les gens, ils te donnent plus quand toi, tu reconnais ta position aussi, tu vois, non? Parce que tu te mets un peu dans une position un peu d'élève. Et je sais pas, tu as déjà eu ce feeling avec tes clients et toutes les personnes qui viennent. Mais quand tu ressens que la personne, tu sens qu'elle n'est pas au niveau, mais qu'elle a ce désir d'apprendre de ta part, ben toi, t'es dans ton domaine. Et ça donne plus envie de l'entraîner qu'une autre personne, non? Tu as envie de lui donner, et je dirais même que... Et si je vois même, et si je ressens même qu'elle commence à appliquer, ne serait-ce qu'une partie de ce que je lui ai dit, c'est à ce moment-là où je vais pouvoir tout lui donner. Parce que, tu sais, il y a aussi beaucoup ce truc-là où les gens vont venir te voir, ils vont te poser des questions pour faire bien, parce qu'on leur a dit qu'il fallait poser des questions, et puis après, ils s'enferment dans leur taverne, et puis ils se remettent à reprendre leurs habitudes, etc., tu vois. Et c'est vrai que, moi, une personne qui vient me voir, qui me pose des questions, et si je vois que cette personne-là, les semaines qui suivent, les mois qui suivent, elle commence à appliquer, là, je me dis, ah ouais, ce gars-là, il est prêt. Et de toute façon, tu sais très bien que un des 3 points clés de l'apprentissage, c'est la transmission. Et que toi, tu ne peux apprendre aussi quelque chose profondément qu'à partir du moment où tu le transmets, parce que tu es obligé de le vulgariser et tu es obligé de faire en sorte que tout le monde puisse capter ce que tu es en train de dire. Donc tu sais que demain, si tu trouves le bon comment on dit en français, le bon contenant, la bonne personne qui est prête à recevoir ce truc-là, tu auras envie de lui donner. Mais surtout quand tu apprends, par exemple, il y a un entrepreneur qui disait ça, quand tu apprends en sachant que tu dois donner à quelqu'un, bah, tu apprends mieux. Bien sûr. Et c'est pour ça que tu ne peux pas tricher. Gens... Exactement. Quand tu veux transmettre, tu ne peux pas tricher. Et même pour les enfants c'est pareil. Quand un enfant il va quelque part, par exemple dans un musée ou quoi que ce soit, lui, son truc dans sa tête, c'est je vais raconter ça à mes parents. Ça veut dire automatiquement, il va tout piocher. Comme ça, il va rentrer à la maison, il va dire oui, papa, il y avait ci, il y avait ça, il y avait 100%. Ça. Nanana. Mais parce que lui, dans sa tête, à ce moment-là, c'est je vais tout apprendre. Comme ça, je vais montrer à mon père tout ce qui s'est passé Bien ici, sûr. Etc. Et ça, c'est super important. Et souvent, les gens, ils sont là, oui, ok, donne-moi des conseils, etc. Mais en vrai, ils font tout pour eux. Et au final, ils n'arrivent pas forcément à montrer tout ce qu'ils ont appris. Bien sûr. Parce que dans leur tête, premièrement, c'est que pour moi. Et même un business en soi, tu ne peux pas vraiment gagner si tu penses qu'à toi. Le but d'un business, c'est de répondre à un besoin, de faire en sorte que d'autres personnes puissent profiter de ce que tu es en train de faire. Et souvent, tu as des gens qui se lancent dans le business parce qu'ils ont envie de devenir riches, ils ont envie de gagner de l'argent ou autre. Si tu veux devenir riche, faire du business, c'est pas du tout le moyen le plus rapide. Moi, je vous déconseille. Si vous voulez juste faire de l'oseille, faites autre chose. Bien sûr. Sur le long terme, si tu es concentré, tu fais de l'argent. Mais le niveau de risque et le niveau d'obstacle avant de commencer à prendre de l'argent, regarde, nous, ça fait 6 ans. Je commence à prendre de l'argent, ça fait 2 mois. Ça fait Par rapport à ça, parce que... on a l'habitude de se parler. Quand on s'était rencontrés au Noël, tu parlais, tu disais effectivement, tu avais tes salles et tout, mais que tu ne gagnais pas encore de l'argent grâce à tes salles parce que tu réinvestissais tout dans les salles. Ça veut dire que ton niveau de vie, par rapport à ce que tu gagnais réellement, Bien sûr. Ça n'avait rien à voir. Et du coup, comment tu vivais le fait que tout le monde voit que tu as des salles, tu as des trucs, que ça marche bien ou quoi que ce soit, mais toi, ton niveau de vie, il n'est pas du tout pareil par rapport à ce que tout le monde voit. Oui, c'est ça. Et le fait d'être là, ça permet aussi à certaines personnes de voir. Parce que souvent, les gens ils veulent condenser le tout, dans le sens où il faut que les gens ils voient que j'ai de l'argent, que j'ai des trucs, etc. Et, tout. Et toi, du coup, comment tu faisais à faire ça? En fait, je pense que le plus important, c'est de se mettre au service de son business. Et tu vois, pendant les 6 dernières années, se mettre au service du business pour moi, c'était faire en sorte de ne pas capter de aucune partie de cette richesse-là qu'on était en train de générer, parce que l'important, c'était de réinvestir pour pouvoir faire en sorte de grossir la roue. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, malheureusement, le fait de ne pas me récompenser, eh bien, ça desservait le business. Parce que, oui, j'ai 4 salles, mais en tant que fondateur, je dormais encore dans la salle. Donc, quand demain, je vais vendre une franchise 30 ou 50 000 euros à un mec et qui se dit, le fondateur, il dort dans son club, ils se disent, le business ne doit pas tant fonctionner que ça. Donc j'ai eu besoin, moi, de capter une partie de cette richesse pour faire augmenter mon statut, pour qu'à ce moment-là, l'opportunité devienne intéressante. Et encore une fois, oui, ça me fait plaisir de me récompenser et de kiffer, mais je sais que je le fais aussi pour servir le business et que j'en avais pas besoin avant, tu vois. Donc ça, c'est par rapport au premier truc. Et par rapport au deuxième truc, du coup, la première question que tu avais, je pense qu'on en revient à la même chose, c'était se mettre au service du business. C'est-à-dire que oui, les gens vont se dire son business, il fonctionne pas trop. Oui, les gens vont se dire peut-être que c'est nous qui avions raison, tu vois. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais et que tu es capable
de te mettre, comme je te dis, au service de ton business, tu sais que tu vas être capable de serrer les dents le temps qu'il faudra, tu vois. Et pour moi, tu vois, j'ai ouvert mars 2018 et on a commencé à prendre de l'argent en août 2024. Tu vois, ou en tout cas, pas à faire, on faisait de l'argent, mais on a commencé à capter une partie de cette richesse 6 ans plus tard. Quand tu sais pourquoi tu le fais, et vous en parlez tout à l'heure, je le redis encore ici, mais vous allez un peu trop vite. On va garder ça pour la suite. Mais c'est un point super, super, super important. Parce que beaucoup de gens abandonnent, beaucoup de gens lâchent, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de why, ils n'ont pas le pourquoi, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas le dans 10, 20, 30 ans, ils n'ont pas la pensée lointaine. Ils le voient juste aujourd'hui. Ok, demain, est-ce que je vais gagner? Est-ce que dans la semaine prochaine, dans 2 mois? C'est trop court, c'est Bien trop sûr. direct, c'est trop la fast life. Après, c'est la génération dans laquelle on est Bien aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il y a énormément d'échecs. Et c'est pour ça que, encore les statistiques le prouvent. Après 2 ans, les startups... c'est quoi, 90% je crois, des business qui se cassent la figure, ouais. 90% après 2 ans, les startups, échec. C'est catastrophe, mais c'est un point que je voulais justement qu'on en parle un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des échecs. C'est souvent un moyen pour progresser en business. Maintenant, j'aurais voulu savoir, un peu plus en détail, quelle défaite a été la plus formatrice pour toi? Dans le business, quelle défaite a été la plus formatrice? Je pense que comme n'importe quelle entreprise, tu as besoin de financement. Et dis-toi que nous, par exemple, on avait besoin de 130 000 € pour lancer la première activité. Et que sur le mois de septembre, du coup, c'était 2017. Et la première activité, c'est la première... par rapport au coaching, oui, par rapport au premier club, okay. exactement. Je suis allé voir 12 ou 13 banques en un mois. Sur les 12 ou 13 banques, il y en a une qui m'a dit oui. C'est trop bien. Et tout le monde m'a félicité en me disant c'est trop bien, etc. Si tu réfléchis, ça fait 11 échecs. Tu vois. Mais de cette expérience-là, j'ai pu me rendre compte que, par exemple, le truc qui allait faire la différence, c'était la résilience. Quand je sors d'un rendez-vous avec une banque, directement, je reprends un rendez-vous avec une nouvelle banque. Quand je sors d'un rendez-vous avec une banque, je demande au banquier qu'est-ce qui vous a pas fait kiffer, ou c'est quoi pour vous les points qu'il faut travailler pour que demain, je puisse renforcer mon dossier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais que, tu vois, j'ai ouvert la société au 1er septembre et le 30 septembre, j'avais vécu 11 défaites pour une victoire. L'entrepreneuriat, le football, c'est ça. 95% du temps, personne ne te voit parce que tu es en train de te casser la figure, parce que tu es en train de te faire mal à l'entraînement, et on te voit quand il faut performer 90 minutes une fois par semaine. Exactement. Et c'est quoi qui a fait que après la 2e, la 3e et la 4e fois, tu t'es pas dit c'est bon? Que t'as pas lâché. C'est bon, je suis fatigué. Je pense qu'on en revient sur ce que tu disais très bien tout à l'heure, justement le pourquoi. Tu vois, moi, je suis pas un... Je suis quelqu'un qui aime pouvoir créer, qui aime pouvoir choisir mes timings. Et c'est quelque chose que le business me permet de faire. Et je pense que j'ai toujours été attaché à la notion de liberté. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je suis allé à Londres, c'était en 2014, je savais que c'était le dernier travail d'employé que j'allais faire. Parce que j'avais besoin, au moment où j'allais rentrer sur Paris, ou peu importe comment est-ce que j'allais enchaîner à la suite de cette expérience-là, me dire, c'est moi qui suis au contrôle. Ça va prendre le temps que ça va prendre. La salle du temps, je le construis comme une entreprise familiale. Je ne construis pas comme une start-up où je me dis, je vais faire une levée de fonds, j'essaie de capter un maximum de cette richesse-là pendant 3-4 ans et je ferme la société, tu vois. Et cette notion de liberté, du coup, était tellement douloureuse pour moi, comme on parlait tout à l'heure, quand on parlait de douleur, que ça a fait que, malgré le fait qu'on me dise non, je savais que j'arrivais un petit peu tôt sur mon marché, mais que j'étais dans une industrie que je connaissais et que si je pouvais serrer les dents pendant suffisamment de temps, au bout d'un moment, ça allait payer. Tu vois? Entreprise familiale. Entreprise familiale. Tu es là pour 15 ans, tu es là pour 20 ans, tu es là pour mettre tes enfants associés dans 15 ou dans 20 ans. Tu vois? Entreprise familiale, pas start-up. En tout cas, nous, c'est la vision. Tu vois? Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, 80% des gens avec qui je travaille, c'est des gens que je connais à la base. C'est des mecs de mon quartier, c'est des mecs avec qui j'étais à la fac, c'est des mecs que j'ai rencontrés quand j'ai démarré le coaching. Et c'est ça qui fait que je privilégie la confiance à la compétence. Parce que le mec en qui j'ai confiance, même s'il n'est pas compétent, il se débrouillera pour faire en sorte que. Exact. Le seul point que je demande, c'est quand même le fait qu'il soit discipliné. S'il est discipliné et rigoureux,
même s'il n'a pas la compétence, si j'ai confiance en lui, je sais qu'on pourra faire quelque chose ensemble, tu vois. Nous, on vit la même chose. Bah oui, je veux dans bien le sens où, dans le recrutement, on reçoit des centaines de CV et souvent, les personnes elles vont te dire quoi ? Compétence. Et nous, on s'en fout de la compétence. Pourquoi ? Parce qu'on a recruté des personnes qui étaient super compétentes. Et qu'au final, ça n'a pas matché. Ça veut dire que là, nous, on regarde vraiment, mais vraiment, le savoir-être de la personne. Avant tout. Avant tout. Ça veut dire vraiment, ok, est-ce qu'elle va s'imprégner à tout ce qu'on fait ? Est-ce qu'elle va être en accord avec l'identité de la boîte ? Est-ce que si on la met, par exemple, avec une autre salariée, est-ce que ça va matcher entre eux ? Parce qu'elle rejoint une équipe. Ça veut dire rejoindre une équipe pour voir si les différentes personnalités correspondent. Et en fait, les gens, ils ne regardent pas tout ça. Les gens, aujourd'hui, ils vont venir, ils vont te dire, ok, j'aime trop ce que tu fais, j'ai envie de bosser avec toi. C'est cool que tu aies envie de bosser avec moi. Mais avec moi, le recrutement se passe d'une certaine façon. Peut-être que chez les autres boîtes ou quoi que ce soit, les gens ils vont regarder, ah oui, tu as fait HEC, ah oui, tu as fait l'ESSEC, ah oui, tu as fait truc. Nous, on s'en fout. Mais si comme tu as dit, si tu nous montres qu'en vrai, on peut te faire confiance et que tu as la dalle, let's go. Parce qu'en vrai, c'est la dalle qui te permet aussi d'apprendre. En vrai, tu seras là, tu vas écouter les conseils, tu vas vouloir apprendre, tu vas dire, ok, lui, il fait ça, comment moi, je peux faire ça aussi, etc. Alors que quand tu es quelqu'un, tu es super compétent, et là, tu penses, tu connais tout. 100%. Et le savoir-être, comme vous l'avez dit, super important aussi. Savoir-être. Des gens qui puissent avoir les mêmes valeurs que toi, c'est trop important. Tu gagnes du temps. Tu gagnes énormément de temps. Et on en parlait, c'est quand ? Aujourd'hui ou hier ? Ouais, si. On a vu des cas. J'en ai vu un spécialement. Hier, exactement. Ouais. J'ai vu un cas dans une série que j'aime bien, c'est Owning Manhattan. Je ne sais pas si tu as regardé. Agent immobilier, tout, c'est sur Netflix actuellement. On fait une pub là ou... Bref, juste pour revenir sur l'histoire, c'est un CEO, un chef d'entreprise. Bon, ça part de nous, entre guillemets. Mais j'ai pris un exemple qui, au final, pouvait être très intéressant. C'est qu'il y a eu une personne, justement, qui était super compétente. Mais qui allait vraiment pas avec les valeurs de la boîte. Et il va te détruire ta boîte. Exact. Et pourtant, et c'est ça que je disais à Junior hier, il faut des fois dans la vie avoir il faut suivre un peu cet instinct. Tu vois, des fois, tu entends cette voix qui te dit « Ah, lui, non, laisse tomber. » Tu l'aimes beaucoup, tu sais qu'il c'est une personne, etc., mais tu entends que ça va pas fonctionner. Et des fois, on fait un peu les têtus, parce qu'en réalité, on sait au fond. On se dit, ah bon, ça va aller. Junior, donne-lui une semaine, t'inquiète, ça va aller doucement. Une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, des fois, c'est la fois de trop, et tu vois que ça peut empester dans ton équipe, ça ramène les autres avec eux, ça ramène une énergie super négative, et des fois, ça emmène aussi des clients aussi en dehors du business. Qui peuvent partir. Exactement, ce qui réduit vraiment en masse la productivité de la compagnie, ce qui est vraiment, vraiment dangereux. Mais non, ce que je disais à Junior, c'était que des fois, il faut y aller direct, il faut être cash. Tu peux te donner une chance. Mais quand les valeurs ne vont pas avec toi, il faut couper court pour pouvoir gagner du temps, comme tu disais tout à l'heure. Je te parle de ça par rapport à ça. Gagner du temps, c'est le truc le plus important. Que ça fonctionne, tant mieux, vous allez aller plus vite. Que ça ne fonctionne pas aussi, on s'arrête ici tout de suite. Merci beaucoup, c'était gentil. Et tu continues à avancer. Tu sais, ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser à... Donc c'est Willy, mon associé, qui me disait au bout d'un moment qu'il avait étudié, je crois que c'était Gary Vaynerchuk, qui disait que pour lui, la compétence numéro 1, c'était le fait de savoir être bon dans le recrutement. Il dit, vous devez être bon pour pouvoir recruter les gens. Et il dit, la compétence numéro 1, à valeur égale, c'est d'être bon pour virer les gens. Ça veut dire que de la même façon que tu peux recruter quelqu'un très très vite, il faut être ça, il faut savoir quand cette personne, comme tu disais tout à l'heure, elle est en train là à ce moment-là de gangréner ton équipe, qu'elle peut avoir un effet négatif sur le moyen long terme et qu'il faut savoir couper court pour passer à la suite. Et ok, t'as fait un recrutement, tu pensais que c'était un A-player, au final ça l'est pas, ok, tu passes à la suite. Faut protéger ton bébé. C'est un point tellement important ce que tu dis.
on parle tellement de succès, on parle tellement de recrutement, on parle tellement d'augmenter la productivité de ton business, mais on ne parle jamais de couper court aussi quand ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Nous, on a eu du mal au début. C'est normal. On a eu du mal parce que... C'est lui surtout. Il est attaché. C'est bizarre de... Comment dire ? Parce que, comme je le dis souvent, c'est que être entrepreneur, être chef d'entreprise avec des salariés, c'est totalement différent. Bien sûr. En fait, tu fais un nouveau métier quasiment. Parce que quand tu passes, comme toi, j'imagine, quand tu devais gérer une salle et que tu commences à gérer plusieurs salles, tout change, même dans ton emploi du temps ou quoi que ce soit. Tu te concentres plus sur autre chose. Bien sûr. Et en fait, du coup, quand tu te concentres sur le recrutement, tu commences à former un peu tes équipes, tu fais en sorte que les équipes matchent bien, etc. Et maintenant que tu arrives à une situation où tu dois virer peut-être pour la première fois ou pour la deuxième fois, etc. Et c'est des personnes peut-être que tu as recrutées au début, qui ont vécu le début avec toi. C'est là où tu te dis, est-ce que je dois le faire ou pas ? 100%. Et nous, je sais, on a eu ces situations-là où même tu arrives devant la personne, tu es gêné de lui dire qu'en vrai, c'est fini entre nous. Normal, mais tu sais que tu dois le faire. Parce que pour le bien de la boîte, tu dois le faire. Et moi, je sais pertinemment qu'il y a des personnes que si on n'aurait pas fait partir, ça aurait été super compliqué après. Parce que, en fait, le noyau, pour moi, personnellement, le noyau dans une société, c'est le plus important. Ça veut dire les premières personnes qui viennent vraiment dans la société, c'est le plus important parce que toutes les personnes qui viendront après vont automatiquement prendre un exemple, ceux qui sont déjà là. Ça veut dire aujourd'hui, moi, je viens dans une société, je vois qu'il y a certaines habitudes ou quoi que ce soit. Je me dis dans ma tête, ok, ici ça se passe comme ça. Du coup, moi, je vais me calquer par rapport à ça. Exactement. Et ça veut dire que quand tu recrutes les bonnes personnes, ça permet aux autres de venir et se dire, ah ouais, ça bosse comme ça, moi aussi je vais bosser comme ça. Et ça veut dire que... T'as pas le choix de suivre la dynamique. C'est ça le niveau de standard qui est demandé dans cette entreprise. Exactement. Et moi, je pense que le truc en question que vous dites là depuis tout à l'heure, c'est totalement vrai. Mais du coup, toi, vu que t'as plein de salles de sport aujourd'hui, etc., est-ce que tu as eu ces problèmes-là au début ? Bien sûr. Et ça a été encore plus difficile parce que, comme je te dis, pour une grande partie, c'était des gens que je connaissais à la base. C'est-à-dire que le niveau d'empathie et le niveau de conciliance que j'avais par rapport à eux, il était terrible. Exactement. Donc, non, moi, j'ai eu ça. J'ai eu des mecs que j'ai fait travailler avec moi qui sont partis avec des clients. J'ai des mecs qui ont travaillé avec moi qui faisaient de l'argent dans notre dos pendant qu'ils étaient encore coach chez nous. J'ai eu vraiment des cas de fou, tu vois. Mais moi, je veux dire, parce que moi, je suis quelqu'un de très conciliant à la base. Et le système qui a bien marché pour moi maintenant avec le temps, ça a été de faire en sorte que dès que je sens qu'il y a quelque chose que je sens off par rapport à une personne, je vais tout de suite m'asseoir avec elle et parler en lui disant, écoute, là, il y a ce truc-là que je ne sens pas. Donc, viens maintenant, on va se donner un mois. On va se donner un mois. Voilà, moi, les trucs que j'ai relevés qui ne me vont pas. Voilà les trucs que j'ai à te reprocher, entre guillemets. Et ce que j'ai envie, c'est qu'on fasse le point à la fin de ce mois. Par exemple, on est le 1er novembre. Écoute, on se revoit le 30 novembre et on fait le point. Et si au 30 novembre, là, ces points ne sont pas redressés ou qu'il n'y a pas le niveau de standard que moi j'attends, et à ce moment-là, on décidera d'arrêter de travailler ensemble. Et en fait, avec le temps, pour une personne très conciliante comme moi, qui peut avoir aussi du mal de base à dire à une personne de but en blanc, ça y est, on arrête de travailler ensemble, parce que tu as envie de sauver cette personne, parce que tu dis demain, il se retrouve au chômage, Exactement. parce que tu dis demain... moi, le truc que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où je commence à capter quelques comportements qui ne me plaisent pas, on s'assoit, et là, c'est un mois. On a un mois pour redresser la barre, et sinon, ça veut simplement dire qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. C'est comme avec une meuf. Tu vas pas t'entêter si tu sens que, ça y est, il y a quelques trucs que tu ne vois pas, il n'y a plus la vision, il n'y a plus la connexion que vous aviez forcément, tu vois. Ah, ça vous a parlé, cet exemple-là. Je savais que j'allais vous parler avec cet exemple-là. Mais c'est devenu clair. C'était clair. T'as quelque chose. Bon, non, on revient. Peut-être on va en parler, Si c'est vous intéressant ce que tu dis. Avec plaisir. Surtout dans notre position et tout. Peut-être que ça peut aider des gens. Parce que j'ai vu dans un podcast où, je vois après, où tu as parlé justement de ça, du fait d'être entrepreneur, en même temps d'avoir quelqu'un à tes côtés. Est-ce que c'est possible
quand tu démarres, etc. Les différents... Ça peut être un truc intéressant parce que souvent, tu as des personnes qui vont te dire non, il faut que tu te concentres dans ça. Tu as d'autres qui vont te dire bah non, justement, quand tu es dans le business, avoir quelqu'un à côté de toi, ça te donne une base. Ouais, ça te donne une base, ça te permet d'avancer et tout. Après, on aimerait bien savoir du coup ton avis. Après, on a le temps. Je pense que oui, moi, on a le temps. Ça veut dire qu'on va en plus, parler. C'est des sujets qui intéressent tout le monde. Ouais, si. Écoute, tant qu'on y est, on peut plonger directement dessus. Hein. Moi, c'est très simple. Moi, j'ai fait les trois. C'est-à-dire que j'ai fait le fait de me dire que je fréquentais des meufs de façon très superficielle pendant que je faisais du business. J'ai eu le fait de... je pouvais me mettre avec une meuf, je voyais pas vraiment de vision, mais je me disais, bon, elle est cool pour le moment et je la garde. Et j'ai eu le truc aussi de me dire, bah tiens, ça y est, j'ai trouvé ma femme et je vais avancer en ayant elle à mes côtés. Tu vois ? Et je pense que, comme je disais dans le podcast, si tu as quelqu'un avec toi et que tu décides d'entreprendre, c'est très important d'être honnête par rapport à cette personne et d'avoir les conversations difficiles dès le démarrage en lui disant, écoute ma copine, là, va pas y avoir d'argent qui va rentrer pendant 2 ans. Tu vois ? Est-ce que tu es prête à accepter ce truc-là ? Ou est-ce que tu te dis que non, tu as envie d'un peu de lifestyle, etc. Dans ce cas-là, je ne suis pas le gars pour toi. Tu vois ? Mais le problème, c'est que si tu manques d'honnêteté par rapport à ça, bah, en fait, tu vas te retrouver pris entre deux feux parce que d'un côté, tu as envie de vivre, tu as envie de te faire kiffer, etc. avec ta meuf. Et de l'autre côté, tu sais, les timings ou tu sais, les choses qui t'attendent ou que tu as besoin de résoudre dans ton business, tu vois. Et moi, tu vois, je l'ai vécu. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis avec quelqu'un, que c'est sérieux. Et bah, dès le démarrage, et ça faisait 5 ans que j'avais la boîte, hein, je lui ai dit, écoute, ma copine, là, pendant 1 an et demi, il va falloir serrer les dents. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sortir, qu'on ne va pas s'amuser, qu'on ne va pas voyager, etc. Mais par rapport au niveau d'ambition que j'ai pour nous deux, dis-toi que là, pendant cette prochaine année et demie, il va falloir serrer les dents. Est-ce que tu me suis ou non ? Tu vois ? Et elle a suivi, tu vois. Et bah, elle a fini la bague au doigt. Hein. Bah déjà, félicitations. C'est gentil, merci les refs. J'étais pas au courant. Merci les refs. Félicitations. C'est gentil. Et ouais, peut-être que tu as une question par rapport à ça ou un point de vue. Oui, bon, tu as parlé du 3e. Concernant le 2e point, tu pourrais rentrer un peu plus en détail. C'est-à-dire le 2e point ? Le 2e point, c'était un entrepreneur qui a une relation avec une personne, mais qui au final se rend compte que la vision n'est pas... Il n'y a pas réellement de vision. Voilà. Tu sais, pour moi, c'est important toujours d'aborder une relation par rapport au niveau d'ambition que tu as pour cette relation-là. C'est-à-dire que je vais laisser un niveau de problème arriver dans la relation, adapté à la vision que j'ai pour cette meuf-là. Si j'ai pas énormément de vision par rapport à cette meuf-là, bah en fait, il y a un certain niveau de problème que je vais accepter, pas plus. Écoute, ma copine, on en est là à l'heure actuelle. Ça sert à rien de vouloir m'en demander plus, on n'en est pas là. Ou j'ai pas la vision par rapport à ça. Et c'est pour ça que je parlais d'honnêteté. Tu vois, tu peux demain te mettre avec une meuf de façon superficielle en se disant, on se voit quand on veut, etc., c'est cool. Tu peux demain te mettre avec une meuf en se disant, bah, je suis bien avec cette meuf-là, mais j'ai pas forcément envie de faire plus. Ou tu peux te mettre avec une femme en disant, bah, tiens, elle, j'ai envie de faire quelque chose de... J'ai un projet pour cette femme-là, tu vois. Et bah, ces 3 niveaux vont amener 3 niveaux de problèmes que je vais pouvoir accepter. Oui, si demain, c'est ma femme, bah, je vais accepter des problèmes beaucoup plus graves parce que je sais qu'il y a un réel projet et que ce niveau de problème que j'accepte va me permettre de mettre des choses en place. Mais si demain, tu fréquentes une meuf et que vous voyez une fois toutes les 2 semaines et que tu lui laisses te casser les pieds à mort, bah, t'es un couillon. Tu vois ce que je veux dire ? T'acceptes trop par rapport à... Demain, cette meuf-là, tu pourrais lui claquer la porte au nez et pour autant, tu la laisses te prendre la tête comme si vous étiez, comme si c'était ta femme et que vous aviez déjà quelque chose de très solide ensemble. Moi, ça m'intrigue. Ta situation, relationnelle également, en tant que chef d'entreprise et avec tout ce que tu as fait et avec toutes les franchises que tu as, qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, tu as vu la vision je pense que... Qu'est-ce qu'elle t'apportait que tu n'avais pas? Ou quels sont les points qui sont importants à cocher pour un chef d'entreprise comme toi? Je suis en train de réfléchir comment aborder ça le plus clairement possible. Je pense que j'ai fréquenté pas mal de meufs quand j'étais plus jeune, mais que je savais pas réellement ce que j'attendais de ces relations-là. Tu vois, ça veut dire que je pouvais me mettre en couple avec une meuf, mais je savais pas réellement ce que je voulais. Je pouvais me dire que je vais juste fréquenter une meuf, mais en fait, peut-être que j'attendais un peu plus. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai rencontré cette meuf-là, ce qui m'a perturbé, c'est que je me suis dit, attends, si demain je voulais une femme, je voudrais qu'elle ait exactement ces points-là. Tu vois, ça veut dire que c'est une meuf qui est super intelligente, c'est une meuf qui est indépendante, c'est une meuf qui fait sa vie, que je sois là ou que je sois pas là, c'est une meuf qui a un super cercle social, c'est une meuf qui est super équilibrée. Elle avait plein de choses qui m'ont fait me dire au bout d'un moment, bah écoute, je dis pas forcément quand je l'ai rencontrée
que je voulais faire quelque chose avec elle, mais c'était la première qui me faisait me dire, si demain je voulais une femme, je voudrais qu'elle ait exactement ce truc-là, tu vois. Et en fait, au moment où je l'ai rencontrée, j'ai laissé, je pense, 2 ou 3 semaines passer à l'étudier, à l'observer, à commencer à voir un peu comment elle bougeait. Au bout de 3 semaines, je suis parti voir ses parents. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, banco, j'envoie. Et moi-même, je m'engage personnellement parce que, en fait, même si demain il se passait quelque chose de négatif, j'aurais aucun regret par rapport au fait de l'avoir choisie parce que je savais qu'elle avait tout ce que j'attendais de toute façon. Ça se trouve, c'est fini dans 6 mois. J'ai aucun regret par rapport à ça. Parce que je sais que j'étais honnête avec moi-même quand je me suis mis avec cette meuf-là et je sais que j'avais vraiment envie que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu me fais penser à un truc. C'est par rapport à ton statut. Pour revenir un petit peu à ce qu'il disait. Tu as un statut, entrepreneur, etc. Ça veut dire, logiquement, beaucoup de convoitises. Tu dois choisir parmi les convoitises que tu as, etc. Et maintenant, cette fille-là, comme tu nous dis... C'est la première fois que vous faites un podcast homme-femme, là. Hein. Ouais, c'est vrai. Comme tu nous dis, c'est la première fois où... mais quand tu lui parles, tu lui dis clairement que, OK, tu vas attendre pendant 1 an et demi ou quoi que ce soit par rapport à mon lifestyle, tout ce qu'il faut avec derrière. Mais elle, du coup, au début, elle te connaît en tant qu'entrepreneur ou c'est quelque chose, par exemple, au début, tu dis pas forcément... en fait, comme j'étais assez actif sur les réseaux, de toute façon, c'est pas difficile de cerner qui je suis ou ce que je fais. Ou tu tapes mon prénom sur Google, t'as LinkedIn qui sort, tu vois ce que je veux dire ? Donc, non, elle savait, mais en fait, le truc, c'est que, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette relation, c'est que j'ai tout de suite été très honnête avec elle. Comme si, et je parle d'une honnêteté où tu te dis, comme si de toute façon, j'avais même pas envie de te serrer. Je te parle comme si je parlais à quelqu'un de façon transparente. Et en fait, c'est ce truc-là qui, petit à petit, a créé une fondation qui m'a fait me dire, ah ouais, mais en fait, c'est lourd parce que je peux être très transparent avec cette meuf-là, tu vois. Et cette meuf-là, la 2e fois que je l'ai vue dans ma salle de sport, et je lui ai dit, tiens, c'est là où je vis. Je vais pas te mentir, c'est pas parce qu'on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires que je vais te mentir en disant que oui, je suis un mec, j'aime me faire kiffer. Donc, 1 fois par mois, je pars en vacances. Je suis un mec qui se la raconte en vrai. Mais par contre, en termes de niveau de vie, de qualité de vie à l'heure actuelle, tiens, voilà, ma qualité de vie ressemble à ça. Donc, ça veut dire que je l'ai laissé aussi elle-même choisir d'accepter ou non. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, concilier tout ça avec ce que tu fais. Exactement. Etc. Très bon point. Très bon point. Et, pour revenir maintenant à tout ce qu'on disait avant, ou peut-être tu as quelque chose à ajouter ? Non, pas du tout. Pour continuer un peu... On va faire la radio libre. Faut continuer un peu dans tout ce qui est business, de base, etc. Et même pour parler des équipes, mais plutôt parce que j'ai regardé du coup ton podcast, un autre, où tu disais effectivement que tu fais des franchises. Ça veut dire tu as des franchisés qui viennent et qui ouvrent du coup des salles de sport, la salle du temps, etc. En fait, ce que tu disais, c'est que ces franchisés-là, tu les aidais dans tout le process pour créer la société. Et on en parlait avec Landry, souvent, en fait, quand tu es un franchisé, la personne qui a la tête t'aide pas vraiment à créer la société, à faire tous les travaux, à faire tous les trucs, les financements ou quoi que ce soit. Et du coup, pourquoi toi, tu as décidé de faire ça de cette façon-là ? En fait, pour moi, c'est que tu as 2 extrêmes. Soit, tu vois, on parlait tout à l'heure du fait d'avoir du temps ou d'avoir de l'argent. En vrai, on a de l'argent. Mais si je te prends un McDonald's, par rapport à un McDonald's, on n'a pas d'argent. C'est-à-dire qu'on a du temps. Donc, la valeur ajoutée qu'on va avoir réelle, je vais me prendre par exemple par rapport à un fitness park, comme ça on parle du sport. Un fitness park, il n'a pas le temps de pouvoir te mettre en place. Mais la contrepartie, c'est que la marque parle pour elle-même. Demain, tu ouvres un fitness park, tu sais qu'il va fonctionner. De l'autre côté, ce qui se passe, c'est que la salle du temps, la marque commence à bien fonctionner. C'est-à-dire qu'on commence à parler de nous sur Paris, etc. Mais tu sais que si tu veux avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à ton franchisé, eh bien, tu vas devoir l'aider sur toute cette partie pratique le temps que ta marque parle pour toi. Oui, demain, si j'ai 100 clubs, c'est plus difficile de faire un onboarding pour un mec qui vient d'ouvrir sa salle du temps. Mais la marque parlera d'elle-même. Donc, le franchisé lui-même, dans sa tête, se dira « Le processus pour démarrer, il est peut-être long, il est peut-être chiant et je me sens pas accompagné. Par contre, je sais qu'à partir du moment où je suis ouvert, je vais cartonner. Moi, je sais qu'une salle du temps, le mec qui l'ouvre, il va la cartonner. Mais par contre, comme la marque ne parle pas d'elle-même et qu'en vrai, j'ai aussi le temps,
Tu vois, c'est moi-même qui fais le travail de directeur de franchise. C'est moi-même qui vais faire tout l'onboarding de la personne, donc l'aider à aller chercher des financements, l'aider à aller trouver un local, pouvoir le suivre pendant ses travaux, pouvoir lui faire son marketing pour qu'il puisse ouvrir son club, faire en sorte qu'il fasse ses premiers clients, etc. etc. Tu vois ? Et c'est le génie de la différenciation aussi, hein, parce que dans un marché qui est très, très compliqué, et avec aussi énormément d'opposants, il faut trouver un moyen d'être spécial, d'être unique. Je sais que tu nous as parlé déjà pour moi, c'est une des manières dans laquelle vous êtes très, très unique. C'est quoi les autres points que tu as dû mettre en place pour être différent des autres ? En fait, déjà, nous, on est arrivé sur un marché où le low cost, ça cartonnait. C'est-à-dire qu'on arrivait à l'époque des fitness parks, etc. Le milieu de gamme, il était en train de se casser la gueule. C'était tous les clubs Med Gym, etc. Et le haut de gamme, le luxe, tu vois, avant là, ce qui se passe en ce moment en Chine, etc., ne connaissait pas la crise. Donc je me suis dit, le low cost, le problème, c'est qu'on ne peut pas attaquer le marché. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as des fonds d'investissement qui sont en train d'ouvrir des sociétés à perte où ils mettent 200 millions de cash pour ouvrir des Basic Fit. Basic Fit, en 5 ou 6 ans, ils ont ouvert 160 clubs. Tu vois, donc ça, je peux pas aller attaquer ce marché-là parce que je vais faire quoi ? Je vais pas faire un abonnement qui est moins cher que Basic Fit. Ils font des abonnements à 15 €, 19 €, etc. Le milieu de gamme, ça m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas une vraie différenciation, comme tu disais. Tu vois. Mais donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le marché du haut de gamme parce que sur ce marché-là, on va pouvoir faire une différence. Moi, j'étais coach sportif. Je travaillais déjà dans une société où il y avait du coaching personnalisé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré un petit peu les points positifs et les points négatifs du club dans lequel je travaillais. Par exemple, le business model, il n'était pas intéressant de la salle dans laquelle je travaillais. Tiens, les clients, ils pouvaient rencontrer le fait de dire qu'il n'y avait pas suffisamment de créneaux qui étaient ouverts. Les coachs, ils pouvaient rencontrer des problèmes on n'a pas suffisamment d'heures, on n'a pas suffisamment de créneaux horaires qui sont aussi ouverts pour nous pour pouvoir coacher. Et en fait, le fait de faire ça, ça a été naturel pour nous de se positionner sur du haut de gamme, de se positionner sur du coaching personnalisé et du coup d'avoir cette valeur ajoutée de tu veux pas forcément à la fitness park parce que ça fait 2 ans que tu es inscrit et tu n'y vas pas. T'as pas non plus les moyens d'aller payer 80 € de l'heure pour avoir un coach qui te voit 2 ou 3 fois par semaine. Viens chez nous, ça va te coûter 200 € par mois et tu vas pouvoir t'entraîner de façon illimitée. 80% des gens qui sont clients chez nous, c'est des gens qui ont essayé le low cost et c'était pas pour eux. Et c'est des gens qui ont peut-être fait une séance de coaching personnalisé avec un prof, mais qui n'avaient pas l'argent. Donc nous, en fait, on est venu chercher ce mix un petit peu hybride qui nous a permis de pouvoir pousser ce business model-là, tu vois. Terrible. Est-ce que tu aurais une anecdote d'une idée ou un concept que tu as voulu mettre en place et qui a complètement échoué ? Et qu'est-ce que tu as appris ça ? Je pense qu'il y en a plein. Moi, j'ai une idée par mois. Truc qu'on a fait qui s'est cassé la gueule. Par exemple, vous connaissez l'électrostimulation ? Tu mets un gilet, tu as des électrodes, etc. Par exemple, j'ai investi 15 000 € dans 2 machines qui permettaient de faire de l'électrostimulation pour l'ouverture, pour l'inauguration de la salle. Tout fonctionnait bien. Et le jour de l'inauguration, je signe 30 nouveaux clients. Le lendemain, on est samedi matin, il n'y a aucune des machines qui marche. Un mois plus tard, on s'est débrouillé pour revendre déjà une des 2 machines et 2 ou 3 mois plus tard, on l'a suivi, tu vois. Donc, pour moi, je considère, dans le business, il faut toujours comprendre, tu as une verticale. Donc, ta verticale, c'est quoi ton business model, comment est-ce que tu fais de l'argent. Et par rapport à ça, tu as des adjacentes. Exactement. Des adjacentes, c'est toutes les idées que tu as. J'allais poser cette question-là dans les minutes qui voilà, toutes les idées que tu as qui peuvent ajouter de la valeur par rapport à ton business, mais qui ne sont pas le cœur de ton business, c'est pas la vache à lait. Et l'idée, c'est de te concentrer sur la verticale et de faire en sorte que petit à petit, tu puisses implémenter des adjacentes en fonction des timings que tu vas vouloir mettre pour ta boîte. On en parlait ce matin. Mais c'est fou parce qu'en vrai, souvent les gens ils veulent tout faire en même temps. Et en fait, c'est la question que j'allais te poser, c'est le fait de... Aujourd'hui, moi par exemple, Genesis Management, pour le dircage, c'est mon seul truc. Ça veut dire que je suis à fond dedans. Certes, il y a des investissements à droite, à gauche, etc. Mais c'est mon seul truc, c'est ma seule entreprise où je suis à fond dedans. Et toi, je pense que la salle du temps, comme tu dis, entreprise familiale, etc., c'était la même chose. Mais du coup, pour revenir au produit, c'est que souvent, tu as des personnes qui veulent tout proposer en même temps. Ça veut dire, oui, mais nous, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Et en fait, c'est important, d'un côté, d'avoir ton produit modèle, par exemple, le produit parfait, qui fait en sorte que ça attire les gens. Et par derrière, comme tu as dit, avoir des petits produits dérivés, etc., qui permettent justement aux gens d'ajouter un peu. Et du coup, toi, comment tu as pu comprendre exactement quel était ton produit qui attirait le plus de clients, par exemple, pour pouvoir faire tout ce que tu as fait par la suite, tu vois ? Déjà, le premier truc, c'est que par rapport à l'exemple que tu donnais sur des gens qui vont avoir une idée par-ci, une idée par-là, ces gens, ils n'ont pas de problème. Parce que si demain, tu as un loyer à payer et que tu as des charges,
tu vas vite te concentrer sur ce qui te permet de faire de l'oseille. C'est vrai, hein, moi j'ai parlé à des gens qui m'ont dit tiens, j'aimerais faire une partie yoga, et j'aimerais faire une partie massage, et j'aimerais faire une partie électrostimulation, et mon coco, concentre-toi sur un seul truc. Nous, par exemple, et en fait, ça, tu t'en rends compte quand tu démarres le business, parce que avant que tu ouvres ton business, tu as envie de trouver plein de moyens de faire de l'argent. Et à partir du moment où tu as lancé ton business et que tu as un bon produit, moi, je savais qu'un client, c'était 200 € par mois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que si je fais 10 000 €, si j'ai besoin de 10 000 €, j'ai juste besoin de faire le calcul. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que oui, je pourrais faire des pasta box où je vais marger 1 € par pasta box. Qu'est-ce que ça va rapporter 1 € par pasta box ? Le gain en temps, le coût en temps que ça va être par rapport à ce que ça va me permettre d'avoir. Les gens, ça fait 6 ans qu'ils me cassent les pieds pour faire du merchandising, pour faire des sapes, fais des sapes la salle du temps, fais des sapes la salle du temps. Si c'est pour prendre 2 € par t-shirt, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Ou en tout cas, ça ne m'intéressait pas. Tiens, là, je commence à avoir une base de 500 clients. C'est des gens qui ont un certain panier moyen à la salle du temps. Oui, peut-être que maintenant, augmenter leur panier moyen de 200 à 220, 230, 250 €, c'est intéressant. Mais si tu as 10 clients, va faire des clients au lieu de vouloir leur vendre plus. Les upsells, tu le fais quand tu as un certain niveau quand tu as une certaine base déjà. Tu vois, par rapport au panier moyen, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, pour toi, c'est quoi le panier moyen ? Panier moyen, c'est simple. Moi, par exemple, un abonnement à la salle du temps à l'heure actuelle, c'est 50. Là, on est passé maintenant, on est à 59 € par semaine. Pour faire simple, avec un engagement d'1 an, ou 69 € par semaine sans engagement. C'est limité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu viens, tu peux venir tous les jours, tu peux venir 2 fois par jour si tu veux. C'est simple, tu fais 59 plus 69. Ça fait une moyenne de, en gros, 260 € par mois. Un client me rapporte 260 € par mois. 59 € par semaine, donc 260 € par mois. Donc, le panier moyen d'un client, c'est 260 € par mois. Par rapport à ce panier moyen-là, tu vas pouvoir faire des upsells, tu vas pouvoir faire des trucs. Mais le panier moyen, en gros, c'est combien dépensent en moyenne les clients chez toi. Moi, vu que j'ai qu'un seul service, quand tu as un produit, c'est le calcul, il est un poil plus complexe. Quand tu n'as qu'un seul service, moi, j'ai qu'un seul abonnement. Voilà, un nouveau client, je sais que ça me rapporte ça par semaine, par mois, par an. C'est tellement incroyable. Comment ça se fait qu'on arrive à chaque fois à parler de choses ? Ouais, on parlait hier. T'étais même pas là. C'est ouf. Ça, c'est parce qu'on est connectés. Hein. C'est fou. Et je savais, c'est pour ça qu'au départ, je disais, je savais que ça allait être intéressant, je savais que ça allait être terrible. Alors, comme Junior il disait, et comme tu l'as encore très bien continué, il faut être capable de focus sur un truc. Et dès que tu sens que tu as la possibilité de scale up, ok, maintenant, tu mets l'équipe autour. Bon, les gars, la première étape, elle a été faite. Et donc, je pense que c'est important de placer des objectifs court terme, long terme. Mais des fois, il y a des situations, comme Junior il me dit tout à l'heure, les gens qui ont créé Zoom, c'est la situation du Covid qui les a forcés. Mais ils sont restés sur un truc. Et c'est pour ça que c'est important, comme il disait, tu peux pas aller n'importe où et faire tout, et vouloir faire tout en même temps, parce qu'au final, tu vas jamais rien faire. Bien sûr. Et rester focus sur une seule chose, et puis mettre la discipline, le travail, et puis voilà, après le reste, en y croyant, c'est Dieu qui fera en sorte que ça arrive. Et à partir de là, réfléchir à, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus de ce qu'on fait déjà. Donc c'est très 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 important de garder la base. Mais il faut une base au niveau du produit, et il faut aussi une certaine base en termes de clientèle avant de vouloir te concentrer sur autre chose. Tu vois, moi j'avais fait appel à Oussama Amar là, via sa plateforme la Better Call Ous il y a 2 ans, et du coup je lui avais parlé du fait de commencer à faire du merchandising pour nos clients, etc. Et lui il m'avait dit, tant que t'as pas 100 salles, on n'a rien à faire. Ça va pas changer ta vie que tes clients qui dépensent 200 € par mois, ils en dépensent 210. Tu vois, t'as 300 clients. Par contre, demain, va faire 10 000 clients. Là, ça y est, c'est des ajustements qui vont te permettre à l'échelle de pouvoir avoir un vrai impact dans ton portefeuille. Parce qu'il faut toujours penser que c'est un coût et que du coup, tu te déconcentres de ton produit aussi. Tu as besoin que ton produit tourne pour pouvoir te concentrer sur autre chose. Et le moment où tu es concentré sur autre chose, tu n'es pas concentré sur ton produit. C'est pour ça que beaucoup de gens qui font des levées de fonds, pendant la période où ils font des levées de fonds, leur business il est en train de se casser la gueule. Il est en train de faire moins de chiffres parce qu'en tant que CEO, ils ont dû passer 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an à se concentrer sur une levée de fonds. Et pendant ce temps-là, le chiffre il a stagné. Totalement vrai. Et c'est ça aussi le petit problème, c'est que les gens, ils pensent que, ok, des fois, comment dire, on prévoit trop les choses. Dans le sens où on se dit, ok, là, ça marche un petit peu. Ça veut dire, même si on se met sur autre chose,
ça va continuer à marcher. Mais en fait, ça marche parce qu'on est dessus. Bien sûr. Et à partir du moment où tu décales un peu, tu fais autre chose. Et c'est pour ça que moi et Landry, par exemple, au niveau de la boîte, tout ce qu'on fait, c'est dans le sens où tant que ça ne tourne pas tout seul, on ne propose pas quelque chose Bien d'autre. sûr. Ça veut dire, OK, on commence à avoir une base de sportifs qui est assez conséquente, etc. Mais tant que le produit ne tourne pas tout seul et que le produit il a toujours besoin de nous pour marcher, on ne fait pas autre chose. Je sais qu'on n'est pas prêt. 100%. Parce que si on fait autre chose, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce produit-là? Ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément des personnes encore dans la boîte qui peuvent avoir les résultats que nous, on a. Bien sûr. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, je pense que même toi, pareil, la salle du temps, bon, après, peut-être que toi, c'est différent, tu vas nous expliquer, mais nous, la boîte, elle est très attachée à nous aussi. Bien, à votre image. À notre image, etc. Ça veut dire que oui, OK, il y a Genesis Management, mais il y a les deux fondateurs aussi qui sont là. Après, toi, par rapport à la salle du temps, je ne sais pas comment c'est un petit peu. Nous, c'est un problème qu'on a eu. C'était sorti de Covid quand on a lancé. Enfin, c'était pendant le Covid quand on a lancé la deuxième salle. Et en fait, c'est là où c'est la première fois qu'on s'est rendu compte que notre image à Willy et à moi, et bah ça y est, on était rentré dans le truc où elle nous desservait. Parce qu'on faisait beaucoup de communication, mais les gens qui arrivaient à l'intérieur de la salle, ils pensaient que nous, on allait les coacher, alors qu'on les coachait plus. Les franchisés qui allaient ouvrir une salle, ils pensaient qu'ils allaient devoir réussir à faire la même communication pour eux-mêmes que nous-mêmes on faisait, tu vois. Les clients qu'on avait l'habitude de coacher, bah, comme on s'en occupait un peu moins, parce qu'on avait trouvé des coachs qui étaient meilleurs que nous, ils nous disaient « Ouais, mais vous faites plus attention à nous, etc. » Et en fait, c'est le moment où on s'est dit « Tu sais quoi, il faut qu'on enlève le pansement d'un coup. » Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'un soir, on s'est retrouvés, on a supprimé nos têtes de partout. Instagram, le site internet. Je crois que tu nous retrouves encore sur le site internet, sur la partie fondateur, mais le compte Instagram, etc. Machin. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a commencé à mettre nos coachs en avant. C'est-à-dire que sur les vidéos que tu avais de la salle du temps, tu vas trouver tous mes coachs avec leurs clients. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ben en fait, ça y est, on a pu mettre dans la tête des gens via le marketing qu'on faisait que la compétence, elle était dans la salle du temps et dans les coachs que vous alliez trouver et pas dans Pierre et Willy, parce que le problème c'est que Pierre et Willy, bah, moi je peux pas coacher toute ma vie, tu vois. Et c'est le moment où j'ai arrêté de coacher du coup net en même temps. Et surtout ce que tu disais, que en vrai t'étais pas si bon que ça dans ce que j'ai entendu, bien sûr, tu vois, bien sûr. Moi tous les coachs qui sont à l'heure actuelle à la salle du temps, ils sont meilleurs que moi. Moi je suis un super animateur, je vais te mettre la musique à fond, je vais bien t'accompagner, tu vas passer un bon moment, tu vas vouloir revenir. Par contre en termes de compétences spécifiques, j'ai jamais été le meilleur de la salle du temps, bien sûr. Et pour autant, on a pu faire 100 clients le premier mois quand on a ouvert, tu vois. Mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Merci aussi pour l'honnêteté. Hein. Avec plaisir. C'est important, de toute façon. Je pense que c'est ça que tout le monde veut et tout le monde recherche. Ouais. Et c'est pour ça que ça fonctionne autant, la salle du temps. C'est très, très, très important. Et comme quoi, l'énergie, au final, c'est, comme on dit tout à l'heure, hein, c'est plus important que les compétences. Bien sûr. Des fois, juste ta prestance, ta manière de te poser, ta posture, 100%. Comment tu parles. Tu parles avec les gens dans les yeux, tu leur expliques que tu vas les accompagner, ils vont voir dans les actions que tu vas les accompagner. C'est ça qui va faire en sorte que ça fonctionne, bien sûr. Et ça, c'est une vraie qualité de management. C'est une vraie qualité de leader. Et c'est ce que tu vois aussi dans les équipes de foot. Hein. Un petit exemple que je jouais avec Real de Madrid, justement. Les gens, ils gèrent des stars atroces. Des boulards comme ça. Des égos de fou. Des égos de malades, des gens avec du talent. Voilà. Mais ils sont archi forts dans le management. Et c'est au point où même les entraînements, c'est plus très important. Hein. Le plus important, c'est de gérer les personnes. Gérer, ça va, tu vas bien aujourd'hui, la famille, cool, ouais, et c'est que du management. Et en fait, plus les gens sont bien, plus les gens sont à l'aise avec toi, plus les gens kiffent ta présence, plus ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont envie de te suivre. En fait, il faut comprendre que c'est pas forcément la compétence ou le service que tu vends qui est important. Comme tu dis derrière, c'est que oui, ça y est, tu as des mecs qui travaillent avec toi, qui sont meilleurs que toi. Donc comment est-ce que toi, tu vas pouvoir les inspirer? Comment tu vas pouvoir leur donner envie de continuer de te suivre et de devenir meilleur? Moi, par exemple, pour moi, par rapport au coach que j'ai, c'est que je sais qu'ils ont tous dans un coin de leur tête le fait de vouloir ouvrir des salles. Donc tant que moi, je me concentre maintenant que sur le fait d'ouvrir des salles, je sais que ces gars-là, ils vont continuer de me voir, ils vont continuer de venir me voir, ils vont continuer de venir me poser des questions et ils vont continuer de rester dans la boucle parce qu'ils savent que c'est moi leur salut ou c'est moi la personne qui peut leur permettre de passer l'étape d'après. Oui, à l'heure actuelle, tu prends ton cash, c'est bien. Mais viens ouvrir une salle. Tu vas voir comment c'est horrible ce qui ramasse les franchisés à l'heure actuelle.
Tu vas voir comment ils sont en train de se plâtrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour la petite histoire, c'est beau, hein, parce que du coup, Landry, même lui, il n'est pas au courant. Mais du coup, quand je l'avais eu comme premier client, je me rappelle, on s'était eu au téléphone. Et du coup, on s'était eu au téléphone où je t'ai demandé justement, à ton avis, comment faire, par exemple, pour garder un client pendant longtemps, etc., pour que tout se passe bien. Je ne sais pas si tu te souviens de cette affaire. En fait, tu m'as expliqué cette affaire, mais tu ne m'as pas parlé de qui c'était. Et donc là, ça y est, maintenant, je fais du coup, voilà, c'est ça. Star. Et du coup, tu m'avais vraiment donné des conseils, tout ce que tu es en train de dire actuellement, tu vois, le fait de, déjà d'être différent des autres, de pouvoir faire en sorte que, comment dire, on va dire, l'expérience client soit plus important, même que les résultats en soi. Tu vois, parce que peut-être que tu vas faire des résultats de fou avec la personne. Elle me dit, ouais, c'est trop bien, on a fait ci, on a fait ça et tout. Mais si la personne ne vit pas bien dans cette expérience-là client, un jour ou l'autre, il va partir parce que quelqu'un il va apporter plus. Bien sûr. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours meilleur que toi. Et le fait de faire l'expérience client qui permet justement à la personne de se dire, OK, peut-être qu'il y a meilleur que lui ailleurs, mais avec lui, on vit les meilleurs trucs, on fait les meilleures choses, etc., ça permet à la personne de rester. Bien sûr. Et ce conseil-là, moi, je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise encore. Et du coup, lui, il ne savait pas forcément que j'avais eu cette discussion-là avec toi. Mais moi, ça m'avait beaucoup aidé, même pour tous les sportifs qui sont venus après. OK, on vous propose ça, ça, ça. On peut vous aider dans tout ça. Mais par contre, moi, mon objectif à moi, c'est que ce que vous allez vivre chez nous, vous allez le vivre nulle part ailleurs. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les demandes que vous voulez. Tu auras envie de rester ici. Testez. Et après, vous allez revenir quoi qu'il arrive, parce que chez nous, c'est des trucs que personne d'autre fait. Et ça, je trouve que c'est super important. Bien sûr. Et en fait, on en revient sur la notion de soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Si tu es plâtré, tu as moins de temps. Si tu as du temps, fais en sorte de pouvoir le mettre au service de tes clients. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui, les gars? Donc, je suis assis ici. Je présente le podcast avec la personne qui a donné le conseil. Amen. C'est de ouf. Amen. C'est incroyable, hein? Et tu vois, et Junior, il ne m'avait pas dit qui c'était à l'époque. Et voilà, il ne m'avait pas dit qui c'était à l'époque. Et oui, je me rappelle de cette discussion. Qui a donné le conseil pour qu'on puisse avoir une relation durable et votre association et, toutes les après, expériences. tout a décollé après, tu vois. Mais quand je t'avais appelé, c'était vraiment le début de notre relation. Ouais. Et c'est là où on revient à tout ce qu'on disait au début du podcast, du fait de... Des fois, il faut demander aux gens qui connaissent plus que toi. Parce que, par exemple, tu vois, quelqu'un à ma place, il peut se dire, OK, j'ai tel client, franchement, je suis le meilleur du monde, tranquille, je peux avoir ci, je peux avoir ça, je peux travailler avec tel footballeur ou tel sportif ou quoi que ce soit. En vrai, je n'ai pas besoin de conseils ou autres qui sont déjà là, c'est bon. Et après, moi, dans ma tête, c'est, OK, c'est bien les clients que j'ai maintenant. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'expliquer justement comment tu peux les garder pendant longtemps. Et aujourd'hui, nous, si on fait une étude par rapport à tous les sportifs qui sont chez nous, depuis le début, il n'y a qu'un sportif qui a quitté l'agence, sur les 75 qu'on a. Juste pour dire que c'est dans le sens où, en fait, on travaille tellement bien avec ces sportifs-là, et ça nous permet un système, ça y est. Exactement, ça veut dire qu'ils sont obligés de rester quoi qu'il arrive. Mais tous ces points-là, c'est dans le sens où, OK, ça, je ne sais pas comment le faire. Je vais demander à quelqu'un qui est passé par là avant moi. Et cette personne-là, même si elle n'est pas dans mon domaine, je sais qu'elle a dû vivre certaines situations qui font en sorte que, OK, Junior, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça, et tu vas voir que ça va marcher. Et moi, je me rappelle même à l'époque, la phrase que tu avais dit, ça veut dire, ouais, même si tu lui apportes rien, la personne, si elle veut payer, elle va te payer. Pourquoi ? Parce que de la manière dont vous travaillez, la personne, elle est déjà satisfaite. Et ça, c'est un truc que les gens, souvent, ils ne comprennent pas. Ouais, moi, le plus important, c'est les résultats, le plus important, c'est trucs, etc. Non, si la personne, elle est satisfaite de... c'est... Comment je peux dire ça ? Mais c'est comme des fois, tu utilises des applications. Netflix, Amazon Prime, etc. Il y a des mois où tu ne vas rien regarder dessus, mais tu continues à payer. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'à un moment donné, quand tu auras envie de regarder quelque chose, tu pourras le faire. Ça veut dire que tu ne vas pas couper ton abonnement à chaque fois que tu ne regardes pas la plateforme. Mais tu sais que... Tu vas le faire parce qu'il y a la disponibilité. Exact. Et il y a l'accessibilité. Bien sûr. C'est confortable.
Et 100 points, moi, franchement, c'est resté accroché à moi. Et moi, je garde toujours des petites phrases comme ça de chaque mentor, etc., où je me dis, OK, je vais vraiment le mettre au service de mon business et voir aussi tout simplement ce que ça fait. En fait, tu fais ça, tu fais ton expérience. Bah là, ça a tourné positivement. Amen. Eh bien, ça bénit, mon frère. Merci. Ça fait plaisir. C'est bien parce qu'on arrive à un point important que j'avais noté. C'est... Il s'est perdu. Ah non. Mais au-delà du business, il faut créer un impact non seulement personnel, mais communautaire. C'est le fait de tout ce qu'on a reçu, il faut qu'on donne. Et parce qu'on donne, au final, on reçoit. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, demander, vous voyez, tu reçois aussi directement. Et c'est ce qui permet au final de construire quelque chose de solide et durable. Alors la question que je veux te poser, c'est que quelle est la plus grande transformation que tu as pu observer chez un client grâce à la salle du temps? En quoi? Physique? Personnel? Moi, en fait, c'est dans que... sa vie, on a eu des milliers de clients. Moi, j'ai des histoires de fous. J'ai des clients qui étaient au bord du suicide, qui sont venus à la salle du temps et qui sont arrêtés de boire, arrêtés de fumer, qui ont perdu des 30 kilos, qui ont changé leur vie. J'ai des gens qui sont sortis de divorce complètement la tête à l'envers et qui sont venus à la salle du temps et qui ont pu trouver une famille et qui maintenant viennent s'entraîner une fois par jour. J'ai la chance d'avoir des transformations de fous, mais que ce soit au niveau des clients, mais que ce soit au niveau des coachs. Tu vois, j'ai des mecs avec qui je travaille qui, du coup, ont pu faire de l'argent, ont pu avoir des enfants grâce à ça, ont pu payer une maison grâce à ça. Et ça, c'est des accomplissements de fou, tu vois. Ça, c'est pour les gens avec qui je travaille et pour mes associés directement. Tu vois, on est 3 associés. Il y a donc Adi, mon associé qui s'occupe de toute la partie développement, qui lui vit à Nancy. Mon associé Will, il vit dans le sud de la France. Moi, je vis à Paris. Et chacun de nous, on a aussi pu changer nos vies grâce à la salle du temps en l'espace de 6 ans. 6 ans, ça paraît énorme sur le court terme. Mais sur toute une vie, 6 ans, c'est rien du tout. Ouais. Tu vois? Ça fait quoi de voir que tu as la possibilité de changer des vies? Je pense que c'est une très grosse responsabilité de façon positive et de façon négative. C'est-à-dire que de façon positive, c'est bien, tu as tous les changements que tu peux voir, le bien que ça te fait, l'enrichissement que c'est aussi. Mais de façon négative, c'est aussi beaucoup de stress. Parce que tu sais, la responsabilité que tu as, c'est beaucoup de frustration quand tu n'arrives pas. Et je pense que c'est la balance entre les deux qui permet d'avoir l'énergie qui est nécessaire pour continuer, tu vois. En vrai, demain, la salle du temps, ça s'arrête. On a gagné. On a kiffé de fou. Je prends un mois de vacances, je pars me mettre dans le calme en Suisse, et je reviens et on refait le même business. On attaque le marché différemment, mais je refais la même chose, tu vois. Donc c'est vrai qu'on est à un niveau maintenant où, en vrai, la salle du temps, on a déjà gagné. Tu vois ce que je veux dire? Très, très intéressant. Est-ce que tu peux aller plus loin dans ça? Ouais. Le fait d'avoir déjà gagné. En fait, le truc, c'est que, tu vois, avant, moi, j'étais quelqu'un qui était très, très, très concentré sur le long terme, sur le fait de me dire, qu'est-ce que tu veux faire sur 10, 15, 20, 30 ans? Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était des objectifs qui n'étaient pas forcément réalistes, parce que d'un côté, tout prend toujours plus de temps que prévu. De l'autre côté, on sous-estime souvent ce qu'on peut faire sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Tu vois? Et je dis ça dans le sens de... Moi, j'ai fêté 30 ans il y a 3-4 jours. Et je parlais avec un de mes amis qui, lui, va fêter 30 ans dans un mois. Et il me disait, est-ce que tu es content de ce que tu as fait de tes 20 à 30 ans? Et en fait, soit je parle en mode entrepreneur, ouais, non, tiens, on aurait pu faire plus, etc., machin. En fait, si je réfléchis, je regarde ma vie d'un point de vue équilibre au niveau de ce que j'ai pu implémenter dans la famille et au niveau équilibre au niveau du business. Je suis grave content. Oui, j'aurais peut-être pu faire 5 ou 10% de mieux. Mais en fait, quand tu es confronté aux réalités du business, il y a des moments où je suis allé chercher des financements pendant 1 an. Qu'est-ce que moi je peux faire contre ce truc-là? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses, tu te rends compte que tu peux pas faire mieux. Et donc c'est par rapport à ce truc-là où je dis que oui, j'aurais peut-être pu faire 5 ou 10% de mieux sur 6 ans. Mais 5 ou 10% de mieux, c'est quoi? C'est un club de plus. Donc en vrai, c'est pas si mal ce qu'on a fait sur 10 ans. Tu vois?
Et pour moi, c'est important. Moi, j'ai toujours avancé énormément à la frustration. Et je pense que ce chapitre-là, des 20 aux 30 ans, pour moi, ça a vraiment été ce truc-là d'avancer à la frustration, d'être pas content, tout va bien à 95%, mais t'es concentré sur les 5% qui vont pas en disant c'est de la merde, etc. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, ce mode de pensée-là, il arrive à ses limites. Et que c'est justement réfléchir d'un point de vue beaucoup plus de l'abondance qui va te permettre d'attirer, qui va pouvoir te permettre d'avoir des choses qui sont nouvelles. Et je pense que je suis en train de rentrer dans ce truc maintenant. Parce que j'ai beau avoir été super frustré les 10 dernières années, en vrai, quand je réfléchis, je suis trop content de ce qui s'est passé les 10 dernières années. Donc, laisse-moi apprécier ce truc-là, laisse-moi implémenter de nouvelles choses pour pouvoir mettre des trucs en place. Mais en vrai, je suis grave content. C'est vrai que quand tu regardes dans la globalité, il faut aussi des fois être capable de regarder derrière et dire ok, par rapport à le mois d'hier et aujourd'hui, bien sûr, Dieu merci. Oui. Regarde Junior, on ne dira pas ton âge, personne ne saura jamais ton âge dans la vie. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus à l'âge auquel tu es arrivé? Personnellement, je pense pas grand-chose. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand tu parles comme ça, je pense pas grand-chose. Mais tu aurais pu améliorer de 5 ou 10%. C'est vrai, mais 5 ou 10%, qu'est-ce que c'est réellement par rapport à tout ce que tu as fait? C'est 5 clients en plus. Donc en soi, le bilan, il est lourd. Il est stylé. Il faut être capable de vivre le présent aussi. Hein. Tu vois? De savoir c'est... Et je pense qu'au bout d'un moment, et quand tu commences à avoir accompli suffisamment ou dans la bonne direction, et réfléchir uniquement d'un point de vue frustration, et là je parle vraiment, c'est une réflexion personnelle, je pense que ça a atteint ses limites et que tu es obligé d'essayer de réfléchir à l'opposé du spectre d'un point de vue beaucoup plus de la gratitude et de l'abondance pour pouvoir attirer des opportunités nouvelles. Et la preuve, c'est quoi? C'est que le mode frustration, il m'a amené jusque-là. Est-ce que c'est celui qui va me permettre d'atteindre l'étape d'après? C'est pas sûr. Exactement. Ça, c'est un très bon point. C'est que... En fait, le mode de pensée que tu as ou le mode de fonctionnement que tu as, il t'a amené là. Mais après, c'est ça. Ça se trouve, tu pédales dans la semoule depuis 6 mois ou 1 an. Peut-être que c'est parce que là, tu as besoin de quelque chose de nouveau. Tu vois, et c'est tout ce truc-là que je suis en train d'expérimenter maintenant. Mais ça vaut aussi pour une société en vrai. C'est clair et net. C'est dans le sens où, des fois, la manière dont tu gères une société, ça te permet d'atteindre un certain niveau. Mais ensuite, bien sûr, pour franchir un palier, peut-être qu'il faut que tu changes la manière dont tu gères la société. Et c'est pour ça que tu verras des marques comme Nike, des fois, qui vont changer complètement le PDG. Pour pouvoir ramener ce truc nouveau. Bien sûr. Et par rapport à ça, c'est un point, du coup, ça n'a rien à voir peut-être avec tes business ou autre, mais c'est un bon point. Souvent, on entend des entrepreneurs qui sont très attachés à leur business. Ce qui veut dire que, ok, c'est mon business, c'est que moi qui dois gérer le business. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord. C'est dans le sens où moi, je peux avoir un business qui fonctionne bien avec moi, etc. Mais je sais que je peux mettre quelqu'un arriver à un certain niveau, bien sûr. Hein. Ça veut dire qu'au début, je sais que peut-être que moi, je pourrais faire tous les trucs à faire, etc. Mais arriver à un certain niveau où je me dis, ok, pour franchir ce palier-là, peut-être que quelqu'un d'autre sera meilleur que moi. Peut-être dans la gestion des équipes, peut-être dans la gestion de tout ce qui est comptabilité, etc. Peu importe, tu vois. Parce que moi, je n'ai pas forcément tous les codes. Et c'est important aussi de se rendre compte. Non, je suis surpris. Je suis surpris parce que... Qu'est-ce que t'en penses? Après, j'ai donné mon avis. Parce qu'il n'était pas comme ça. Ouais, okay. Non, c'est vrai. Vraiment c'était son pas bébé. Comme ça. D'accord. Lui, l'entreprise, c'est son bébé. Ouais. Personne ne peut toucher. C'est-à-dire celui qui il est capable, tu vois. Mais même déléguer, j'avais du mal. Même déléguer, je ne pouvais pas. C'était un vrai souci. Il a fallu qu'on en discute des heures et des heures. Junior, c'est pas possible. On est obligé. Écoute-moi un peu, s'il te plaît, frère. Vraiment, c'était vraiment catastrophique. C'est pour ça mais en vrai, oui. Non. Il y a des désaccords tacites qui sortent. Non, mais en vrai, oui, j'étais vraiment... Mais parce qu'en fait, j'ai remarqué souvent qu'une personne, elle va pas forcément gérer la chose de la même façon que moi. Bien sûr. Et peut-être qu'en fait, le problème que j'avais, c'est que c'était le recrutement, le problème. C'est qu'en fait, je recrutais des gens qui pouvaient pas apporter un plus. Ça veut dire que c'était des personnes souvent qui s'inspiraient de moi ou qui essayaient un peu de faire comme moi, mais qui apportaient pas cette différence-là. Ça veut dire que quand je déléguais,
bah, la personne, elle n'avait pas forcément les mêmes résultats. Après, je ne demande pas à quelqu'un forcément d'avoir les mêmes résultats, mais c'est dans le sens où, dans ce que tu fais, il faut que, quand même, d'un côté, ça soit 80% de ce que je fais avec le client, parce que sinon, on va le perdre. Bah, en fait, après plusieurs discussions avec lui, même avec d'autres mentors ou quoi que ce soit et tout, c'est là où je me suis dit, mais en vrai, quand tu délègues, mais tu es même plus bon sur certaines choses, tu vois, parce que ça te permet de te concentrer sur autre chose. Et c'est là où je viens au fait que, bah, en fait, en apprenant aussi des gens, des fois, tu seras obligé, pour franchir un certain palier, de faire ça. Et du coup, toi, c'est quelque chose que tu as compris dès le début, où il t'a fallu aussi le temps de pouvoir, peut-être, de te casser la figure, etc., pour te dire, OK, peut-être que là, en vrai, faut que je commence aussi à faire confiance à certaines personnes qui pourront faire ça mieux que moi. Bah, je pense que on a été pareil tous les deux. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très, très contrôlant de base. Et ça a été très, très difficile pour moi de déléguer. Parce que je pétais les plombs et je voulais que les mecs fassent exactement comme moi. Et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que la personne ne va pas faire exactement comme toi, mais la façon dont elle fait va d'une part suffire pour garder tes clients et va même faire en sorte d'attirer une nouvelle clientèle que toi, tu ne pourrais pas avoir par rapport à tes compétences à toi. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est de se mettre au service de son business. Ça veut dire que par rapport à l'ambition que tu as en tant qu'associé fondateur de ton entreprise, et bah, tu vas faire en sorte que bah, peut-être que demain, il y aura quelqu'un qui est meilleur que toi pour prendre ton poste à toi. Si tu regardes même une marque comme Gymshark, qu'est-ce qu'ils ont fait au bout d'un moment? Ils ont fait une valorisation de 1,4 milliard. L'associé qui était fondateur, il a dit bah, moi, je sors du poste de CEO, je mets quelqu'un qui est bien meilleur que moi pour pouvoir diriger l'entreprise. Et il est passé CBO, donc Chief Brand Officer. Donc, où est-ce que la marque va aller dans les années suivantes? Et par rapport à ça, donc il s'est mis au service de sa boîte pour pouvoir continuer d'accomplir sa vision. Et il est parti aux US et il a ouvert un business aux US parce qu'il savait que les US, c'était le nouveau marché qu'ils attaquaient après avoir attaqué le Royaume-Uni. Tu vois, donc, pour moi, tu restes au service de ta boîte. Tu as une ambition, tu as une vision par rapport à ta boîte et peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que soit tu n'es pas la meilleure personne pour ce poste-là, soit que tu peux apporter à un poste qui est différent. Et c'est dans ce cas-là où demain, moi, je pourrais très bien sortir du poste de CEO pour faire un petit peu la même chose et partir du coup beaucoup plus dans cette vision, dans cette partie, quelle est la vision de la boîte dans les prochaines années et je vais me concentrer uniquement sur ça. Et en fait, si tu regardes tout mon parcours, ça a été ça. Au début, ce que je faisais, c'est que je faisais du coaching jusqu'à trouver des mecs qui étaient meilleurs que moi. Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à faire la communication jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui est meilleur que moi dans la com qui va prendre ce poste-là. Là, je me suis mis dans la partie un peu plus directeur de franchise pour gérer les boîtes jusqu'à ce que je trouve un mec qui est une superstar qui va pouvoir s'occuper de ce truc-là. Et en fait, petit à petit, bah, tu te mets de cette façon dans les postes clés où on a besoin de toi pour faire jusqu'à ce que tu puisses être remplacé par un mec qui fait mieux que toi. Et je pense que c'est simple de penser comme ça. Parce que c'est-à-dire que tu mets ton entreprise en avant. Exact. Et de toute façon, tu restes l'associé. Ça ne veut pas dire que tu as changé les parts que tu as dans la boîte. Ça ne veut pas dire que tu as changé les dividendes. C'est-à-dire que même demain, tu sors du poste de CEO, mais tu vas pouvoir être au board. Donc, tu seras quand même, toi, à l'initiative des décisions qui pourront être prises par le CEO. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu lâches le contrôle. Ça veut dire que tu fais en sorte qu'il y ait un mec mieux que toi qui puisse surveiller la santé de ton business pour toi te concentrer là où on va réellement avoir besoin de toi. Ça, c'est le premier truc. Ça se trouve aussi, c'est que demain, tu vas avoir une ambition personnelle qui va changer, que tu as encore envie de garder le nez dans ce bébé que tu as là, mais que tu vas avoir d'autres préoccupations. Demain, tu deviens père et tu te dis, attends, mais mes enfants, c'est toute ma vie. Bah, j'ai plus 50 heures par semaine à mettre dans mon business. Bah, laisse-moi sortir de ce poste de CEO, je mets quelqu'un, je continue à l'accompagner ou à l'aider à prendre les décisions et je me concentre là-dedans à fond. Tu vois ? Là, tu parles d'un point important, mais c'est le même cas pour les associés. Il faut avoir le temps de s'asseoir et discuter aussi par rapport à la vision de long terme, mais aussi sur des situations qui peuvent arriver, du style, nous deux, on est associés. Ça se trouve, dans 10 ans, ou moi, dans 10 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, et c'est pas le cas pour Junior. Je crois que je veux que ce soit le cas pour toi. 5 enfants aussi, 10 enfants, là. Mais on peut avoir des situations différentes. Et à ce moment-là, moi, certainement, par rapport à la structure de la compagnie, je pourrais certainement avoir des dividendes, et lui, peut-être des salaires. Et c'est tous les points aussi qui, au final, comme tu disais tout à l'heure, c'est des points importants. Il y a des situations qui changent, et les années changent, et les manières de penser changent.
ta manière à toi de vouloir aussi être rémunéré aussi change, ce qui peut faire en sorte de toi aussi avoir plus de temps avec ta famille, parce que ta situation a changé, tu pourras rester à la maison, tu pourras accompagner tes enfants, tu pourras les voir grandir, tu pourras passer plus de temps avec eux. Et automatiquement, pour que la compagnie puisse continuer à avancer, à continuer à évoluer, il faut être capable d'accepter le fait de, OK, il faut accepter ça. C'est mon temps. Et je pensais aussi au fait de dire que il faut aussi être suffisamment courageux. Tout à l'heure, tu parlais de l'intuition, pour faire en sorte que si tu sens que ça te gratte ou que tu as envie d'en parler, le plus tôt tu vas pouvoir avoir les discussions, le mieux vous allez pouvoir faire en sorte de mettre ça en place sur les années d'après. Parce que si au bout d'un moment tu te sens floué par rapport à quelque chose et que tu laisses 1 mois, 6 mois, 1 an se faire, si ça se trouve, la rancœur que tu vas créer, elle va faire que ça va péter au moment où tu vas en parler. Alors que si au moment où tu as commencé à réfléchir sur, tiens, en fait, dans 3 ans, on en est où ? Ou dans 5 ans, on en est où ? Mon plan de vie va peut-être changer et que tu n'en as pas parlé. Petit à petit, ça peut créer un décalage qui peut au final vous faire plus de mal que de bien parce que tu as gardé pour toi, parce que tu n'as pas été suffisamment courageux pour en parler. C'est comme notre comptable. Il nous dit souvent, les associés, c'est comme un couple. Bien sûr, 100%. C'est comme un couple. Exactement. Ça veut dire que si vous ne vous parlez pas, si vous ne dites pas les choses, chacun garde son truc pour lui, etc., ça peut créer des vrais conflits. Bien sûr. Et souvent, on en voit des conflits d'associés, etc. Même dernièrement, j'en ai vu un peu, Carmine, Corp, etc. Mon petit frère, il m'en a parlé. Ouais. J'ai entendu et tout, et tu te dis, ok, c'est réel en vrai cette histoire. C'est sérieux. Et souvent, les gens en négligent. Et ouais, vas-y, moi j'ai mon associé, moi j'ai mon truc et tout. C'est beau quand c'est comme ça, parce que souvent aussi, vous êtes seul. Ça veut dire... Vous êtes seul, il n'y a pas vraiment, tu vois, une femme ou des enfants ou autre et tout ça. Mais quand tout ça commence à rentrer, tu ne penses plus tout seul. Ça veut dire que même quand tu as des décisions pour la boîte, tu vas discuter avec ta femme. Sûr. Ta femme, elle va te dire des trucs. Peut-être que... Et je parlais avec le fondateur d'Otakos, avec ses associés et tout, il disait, tu fais une réunion avec les associés, vous avez choisi des trucs et tout, chacun rentre chez soi, le lendemain, il y en a plusieurs qui peuvent revenir. Ah non, mais finalement, moi c'est ci, moi c'est ça. Pourquoi ? Parce que chacun est rentré, ils ont parlé à leur femme, etc. Et tout. Ah non, mais finalement, je vais changer ci, je vais changer ça. C'est pour dire que, en vrai, souvent, on ne se rend pas compte, mais en vrai, plus on avance dans la vie, plus aussi, du coup, les besoins ils changent. Et tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins, tout le monde ne veut pas forcément avoir le même train de vie ou quoi que ce soit. Et c'est important, justement, d'en parler même avant que ça arrive. Prévenir le succès, etc. Comme ça, au moins. Chacun sait, ok, Junior, peut-être lui, plus tard, il veut plus gérer le truc de cette façon-là. Moi, je sais que je veux gérer ça comme ça. Et je pense que c'est un point que souvent on néglige, mais qui est aussi important que le recrutement, etc. C'est beau ce que tu as dit, prévenir le succès. Ouais. Parce qu'on pense jamais comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur aussi. Parce qu'en fait, les gens, ils sont en mode, je crée mon truc, et après, on verra. Et souvent, ça veut dire le succès, il peut te tomber dessus. Et tu sais pas le gérer. Pas prêt. Tu le vois en plus dans le sport. Hein. Ouais. Je pense que ça arrive plus en plus dans le sport que dans le business. Parce que dans le business, t'as le temps de te manger des galères alors que dans le sport, je pense que le gap, il peut être... Il n'y a pas de overnight dans le business. Dans le sport, je dis pas qu'il y a du overnight, mais par contre, tu peux avoir des mecs qui arrivent avec des niveaux de richesse que tu n'es pas capable de gérer à 16, 17, 18 ans, qui font que tu... Clairement. Bien sûr. Clairement. C'est des choses que moi-même j'ai vécues. C'est des choses que moi-même j'ai vues dans mes propres vestiaires. C'est pas pour parler des autres, parce qu'on le voit à la télé, mais moi je l'ai vu dans mes vestiaires à moi. C'est compliqué. En fait, il faut être capable d'être... C'est facile à dire aujourd'hui. Je vais être honnête, parce que voilà, maintenant j'ai appris, j'ai fait plein d'erreurs, plein de bêtises. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire et ça m'a permis au final d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Je suis honnête. Mais non, c'est pour ça qu'on a créé aussi toutes ces structures, parce qu'au final, c'est notre passion et c'est quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes, j'ai vécu moi-même, et qu'on veut plus que ça se répète. Il faut mettre des trucs aussi en place, comme nous on l'a fait avec TGM, une vraie structure, un vrai accompagnement, mais surtout que les gens soient vraiment autonomes. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est qu'ils soient autonomes avec leur vie, qu'ils prennent leur vie en main et qu'ils laissent plus qui que ce soit vraiment laisser les aveugler. C'est du style, ok, des fois on a des situations où on arrive avec les joueurs, ok,
les gars, vous avez lu vos contrats? Vous savez ce qu'il y a dans vos contrats? Ils te regardent comme ça. Et là, je me permets de parler comme ça, ça a l'air drôle, mais c'est ce que moi j'ai fait. Bien sûr. C'est ce que moi j'ai fait. Je signais comme ça, ouais, mais j'ai confiance en mon agent, tranquille. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes ce qui se passait après, catastrophe. Et les gens ne savent même pas que quand ils sont blessés, il faut avoir une assurance. Et qu'il y a des clubs qui ont des assurances, mais des fois, non. Et qu'il faut prendre ta propre assurance en dehors du sport qui sera capable de couvrir. Parce que si dépendamment du club, quand tu te blesses, si c'est plus de 30 ou 40 jours, mais ils ne prennent plus rien en charge. Et je t'assure que 98% des joueurs ne le savent pas. Vous n'avez jamais pensé à donner du game comme ça sur le management via les réseaux pour aller chercher du monde de partout là. C'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Ça, personne donne. Mais je parle de pure game, genre. Où demain, vous vous posez podcast, que tous les deux, un thème sur le management, et que ça, vous balancez du Instagram promotion, etc. Et là, il y a des gens qui vont vous contacter. Parce que là, le fait d'avoir ça, demain, tu vas chercher les mecs en Afrique, t'as plus besoin de bouger. Personne donne du game comme ça. C'est vrai. Je pense à ça quand tu disais ça, parce que c'est vrai que tu disais le truc de l'assurance, etc. Comme tu dis, toi, ça te paraît tout bête, mais personne le fait. Et le fait de donner du petit game comme ça, mais demain, t'imagines la valeur que tu donnes toi en tant qu'agent. Mais surtout, quand il parle du fait d'être autonome, souvent, en fait, aujourd'hui, les sportifs, on fait tout pour qu'ils ne soient pas autonomes. Pourquoi ? Parce que ça fait vivre des gens. Bien sûr. Tu fais vivre ton agent, tu fais vivre le nutritionniste, tu fais vivre le kiné, tu fais vivre plein de personnes autour de toi. Tu fais vivre le comptable. Et tu fais vivre tout le monde. Et en fait, nous, on arrive dans cette situation-là où on s'est dit, je pense un peu comme toi, avec les coachs du coup qui ont leur franchise, tu les aides au début, mais le but, c'est que, ok, maintenant, gérez le truc tout seul, vous êtes autonome, faites... Et nous, en fait, le but, c'est ça. Ok, vous venez chez nous, vous n'avez jamais fait tel truc par rapport aux assurances, par rapport aux contrats que vous avez, etc., avec les clubs, contrats de droit à l'image, ce genre de choses. Ok, nous, on va vous conseiller dans tout ça, on va vous aider dans tout ça, mais le but, c'est qu'après, vous, petit à petit, vous commencez à voir, ah ouais, non, mais il faut que je gère ça de cette manière-là. Ok, maintenant, en contrat, je vais le lire avant, même si mon agent va le lire, même si nous, l'agence, on va le lire, toi aussi, tu vas le lire pour savoir exactement ce qui se passe. Et souvent, en fait, il y a ce truc-là qui n'est pas fait. Et ça veut dire que oui, ok, moi, je fais confiance à mon agent, c'est son taf de faire ça. Ok, c'est son taf, hein. Moi, ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais toi, parce que ton agent, il travaille pour toi, mais il travaille pour lui aussi. Mais toi, du coup, c'est qui te protège, toi ? Personne, en vrai. Si c'est pas toi-même. Si c'est pas toi-même, c'est personne. Du coup, toi aussi, prends en considération tout ça. C'est ta carrière, c'est ta vie aussi. Lis le contrat. Même si tu connais pas tout, au moins tu es au courant de ce qui se passe. Et c'est ça le plus important, c'est que je te demande pas d'avoir les connaissances d'un avocat ou autre. Mais au moins tu as lu, et au moins tu sais. Et comme ça, tu n'es pas surpris. Au contrôle. Quand tu apprends certaines choses, parce que tu n'as pas lu et que tu as fait confiance à un agent ou autre. Et ça, c'est un sujet hyper important, surtout dans le sport aujourd'hui. C'est parce qu'on fait tout pour qu'ils ne soient pas autonomes, les mecs. Comme tu as dit, ça fait vivre des gens. Exactement. Et c'est comme la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein. Ouais. Tu vois, les gens ils vont dire que je commence à abuser là. Tu vois, je vais rentrer dans des trucs spéciaux, mais c'est clairement ça. En parlant de la Matrix, en parlant de toutes ces choses, mais globalement, c'est vraiment fait exprès pour que les gens ne puissent pas se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière, qu'ils puissent pas prendre leur vie en main, qu'ils puissent pas, au final, si tu prends ta vie en main, tu prends aussi la vie en main de toute ta famille et ta descendance. Donc le jeu, il est beaucoup plus que juste une seule personne. C'est toutes des générations que tu tues et que tu aveugles et qui sont sourds. Il y a... Mais bon, on est là. De Genesis Management. Merci déjà pour le conseil. Clairement, c'est vraiment une bénédiction. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Tellement tu drives du trafic avec ça. T'envoies du ad, remplissez tes formulaires, boum, tu sais où tu veux dans le monde. J'aurais une question à te... Pour terminer un peu. Waouh. On va terminer. T'aurais essayé au moins. J'aurais essayé au moins. Alors, quel conseil donnerais-tu
à quelqu'un qui rêve de construire quelque chose de grand, mais qui hésite à se lancer. C'est bien pour la fin, ça. Ouais, et ça va faire le lien avec ce qu'on a dit au tout début. C'est que c'est facile pour personne, c'est stressant pour tout le monde. Le regard des autres, il va taper tout le monde, mais que malheureusement, si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Donc, comme on disait tout à l'heure, va poser des questions, débrouille-toi pour rencontrer des gens qui peuvent parler avec toi et trouve ce qui te passionne. Il y a aussi un truc maintenant, c'est que tu sais, as le mythe de l'entrepreneur qui a 18 ans et qui est plâtré. Et les gens se mettent la pression par rapport à ça. Si demain, regarde, j'ai 30 ans, si demain, tu foires tout ce que tu fais jusqu'à 30 ans, qu'à 30 ans, tu lances du business, à 30 ans, tu es encore un jeune entrepreneur. Exact. Si demain, la salle du temps, ça ferme et que je relance un business la semaine prochaine, ou l'année prochaine, pardon, je serai encore un jeune entrepreneur. Donc, la pression du temps, c'est pas une pression qui est réelle non plus. Tu vois, arriver sur un marché que tu connais avec la bonne problématique, avec le bon angle et avec un bon business model, en vrai, tu n'as besoin que de ça pour commencer à pouvoir monter ta boîte. Et il y a aussi ce truc-là qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas monter ta boîte, tu auras toujours un niveau de problème qui sera associé au niveau de développement de ta boîte. Tu vas pas avoir les problèmes d'Elon Musk quand tu vas lancer ton entreprise. Tes premiers problèmes, ça va être, il faut que je paye mon loyer. Bon, le loyer, c'est 2500 € par mois. Bon, comment je fais 2500 € par mois par rapport à mon produit? Ok, le deuxième problème, ce sera, tiens, j'ai embauché quelqu'un, comment je peux payer ce gars-là? Tiens, j'ai besoin de faire 5000 €, ça y est. Tu vois, et en fait, c'est ces petits succès à chaque fois qui vont te permettre de construire la confiance, qui vont faire en sorte qu'étape par étape, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin. Tu vois? Donc voilà, en vrai, poser des questions, chercher de l'information, et puis lancez-vous. Et puis, en fait, c'est que si tu foires, tu foires. Tu reprends les études. Quoique. Tu reprends les études, tu réfléchis à autre chose et tu repars. La vie, elle est longue. Hein. De toute façon, en vrai, t'as rien à perdre, en soi. Exactement. Déjà, la situation dans laquelle tu es... Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que beaucoup de gens lancent du business en side hustle aussi. T'es pas obligé de demain dire j'arrête tout et je me lance dans mon business à fond. Commence à côté. Quand on a lancé le business de la salle du temps, jusqu'à ce que j'ouvre le club, donc c'est-à-dire pendant les recherches de financement, recherche de locaux, préparation du business plan, etc., machin, j'avais mon taf à côté, je coachais, je faisais du cash comme ça. Et si tout s'était cassé la gueule, j'aurais perdu du temps, mais j'aurais pas perdu d'argent. Je continuais à avoir mon activité, je continuais à rentrer du cash. Je suis désolé, mais je suis obligé de continuer sur ça. C'est un point beaucoup trop important. Les gens se lancent sans réfléchir. Et ça, c'est juste, les gars, je suis désolé, de l'immaturité. Tu peux pas tout arrêter, tout laisser, et te lancer dans un business, mais t'as rien à côté. J'y crois aussi à ce truc où il faut avoir une option. Mais est-ce que c'est réaliste? Voilà, c'est ça. Il faut avoir un peu de... Et toi, t'en as un bon exemple aussi. Tu cartonnes dans ce que tu fais, et pour autant, tu diversifies. Il faut avoir un peu de jeu. Ok, bon. Je vais y aller à fond, mais j'ai quand même une entrée quelque part. Parce que voilà, je sais pas, hein, tu peux avoir des situations, t'as ta famille, t'as logiquement ton loyer, ton truc, il y a des trucs que tu dois, il y a des responsabilités à un moment donné que tu t'es obligé de respecter. Et si tu fais pas ça, c'est juste de l'immaturité. Même si t'as pas un truc à côté, au moins t'as un truc qui est là. Exactement. Ça veut dire que, ok, ça foire, je peux directement me replacer ici. Et nous, on le sait, hein, on a vécu des situations, c'est juste que, ok, en fait, à côté, je vais là, je fais ça, ça me ramène du cash direct. Tu vois, j'ai pas besoin d'attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois où je commence à m'apitoyer sur mon sort ou quoi que ce soit. Non, il peut y arriver des moments dans la vie où tu as des difficultés, surtout dans le business, etc. Bien sûr. Mais tu as un truc à côté où, ok, je vais direct, je sais que c'est tranquille, je peux me faire mon cash. Comme toi, par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu as des compétences qui te permettent aujourd'hui, la salle du temps cool, je peux faire coach un peu, ça me dérange pas. Je sais qu'en faisant coach, je me remets vite fait, je prends du cash, etc. Et je peux rouvrir quelque chose derrière. Même si là, tu as arrêté, tu vois. Mais c'est des compétences où tu sais que, peu importe la situation, tu peux faire appel à ça directement. Demain, moi, je rouvre une salle du temps, je coach dedans. Je
je vais signer des clients mieux que tout le monde, je vais pouvoir mettre de l'ambiance mieux que tout le monde. Qui est mieux calé que moi pour pouvoir ouvrir un club et le faire cartonner en un mois? On a ouvert des clubs, on a fait 100 clients en un mois. Ben viens, je le fais, je gagne du temps. Et après, je le passe à un coach. Donc c'est ce que tu dis en fait, c'est que tu reviens, comme tu sais faire, tu peux faire la boucle quand on a besoin pour donner de la dynamique. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci énormément. C'était un moment exceptionnel, comme je l'avais prédit. Bah, merci à vous. Ça me fait kiffer. Le setup, il est magnifique. La discussion était magnifique. Faut être professionnel un petit peu. Franchement, c'est vraiment très propre. Bah, toutes les personnes qui sont venues, à chaque fois, ils nous disent ça. Ils ont kiffé, ouais. Et du coup, moi, personnellement, peut-être pour les gens qui nous suivent, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter aussi, si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on parle. Parce que souvent, dans nos podcasts, on ne le dit pas assez. Et j'ai eu souvent la remarque en mode, ouais, mais dites aux gens un peu de partager et commenter. Et du coup, aujourd'hui, on le fait. Désolé, c'est pas dans notre habitude à nous, mais on va commencer à se comporter comme des youtubeurs. Il va falloir qu'on prenne l'habitude. Ça y est. Et pour tous les athlètes qui veulent nous suivre et qui pensent et qui comprennent qu'il y a une urgence dans l'accompagnement, dans la structure et dans votre futur, envoyez-nous un message. Ça, c'était technique. Et Pierre, du coup, pour toi, peut-être pour finir, moi, j'ai plus de réseau, moi. Bah, moi, j'ai la chaîne YouTube, Ghetto Gatsby. J'ai fait une pause des réseaux parce que ça m'embrumait trop la tête. J'avais l'impression d'avoir trop d'informations et surtout, j'avais l'impression qu'on me volait mon attention. C'est vraiment le sentiment que j'avais par rapport aux réseaux ces derniers temps. Donc, j'ai tout coupé, j'ai gardé la chaîne YouTube. Comme ça, je peux envoyer à mon rythme. Mais, LinkedIn non plus? Ouais. LinkedIn, envoyez-moi un message, je vous répondrai en 2025. et voilà, mais non, la chaîne YouTube, Ghetto Gatsby. Moi aussi, je parle de business. Je parle d'entrepreneuriat, je parle de mindset. J'ai parlé des meufs, mais on m'a banni mon compte. Donc, du coup, je parle que de business, de mindset. Et, après, on peut te retrouver à la salle du temps aussi. À la salle du temps, ouais, c'est ça, n'hésitez pas. Les villes On est à Agnières-sur-Seine, on est à Clichy, on est à La Défense, on est dans Paris maintenant. S'il y a quelqu'un qui passe par là qui veut plus d'informations sur la franchise, n'hésitez pas à envoyer un message aussi sur l'adresse mail directement sur le site internet. Et puis voilà. D'habitude, c'est moi qui fais les closings. C'est vrai. Bon, les refs, merci pour tout dans tous les cas. Merci à toi. C'est un plaisir. C'était un plaisir. Bah écoute, allez. ciao. Ciao. À la prochaine.